Bonsoir. Ce soir, nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de la Grande Croisade plus l'hérésie d'Horus avec Spiware. Bonsoir à tous. Moi, je suis très impatient en tout cas. De même, ça va être un plaisir de parler de ça ce soir. Alors, on va prendre nos petites notes. On va pouvoir commencer ça tout de suite. Alors, on se chauffe un peu la voix. Alors, la dernière fois, on s'est laissé sur Horus qui partait vers Terra. Horus venait d'annoncer sa trahison sur Isvan. On avait terminé là l'épisode. Alors, on va continuer cet épisode euh, parce que juste après la trahison d'Isvan, le moment où il a annoncé sa trahison à tout le monde, Horus est allé sur Molech, qui est une planète où l'empereur était allé en l'an 25 000, du coup 5 000 ans plus tôt, 5 000 ans avant la trahison d'Horus, et même 5 500 on pourrait dire. Est-ce que Oui. l'an 25 000, c'était avant qu'il y ait ce décalage technologique? Enfin, avant qu'il y ait le... Ouais. Euh, Ouais, c'est ah ça? oui, avant qu'il y ait... oui, c'était pendant l'âge d'or de l'humanité. Ok, Du coup, oui, l'humanité était à son max. Euh, Même un peu plus. ok. Elle était tellement puissante, l'humanité, comme je vais en parler vite fait. Comme ça fait un petit rappel pour tout le monde. Mais elle était tellement puissante, l'humanité, qu'elle pouvait écraser quasi n'importe quelle autre civilisation et race. Du coup, oui, elle pesait quand même. Alors, il va prendre une porte russe sur cette planète qui va lui permettre de rentrer dans le Warp. Alors, comme j'ai expliqué, le Warp, c'est un peu le royaume des dieux du chaos. On en avait déjà parlé. Ouais. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo du Warp pour montrer que c'est un peu le bordel quand même. Parce que le Warp, les gens savent pas trop comment le décrire en fait dans les livres. Si vous lisez un peu, le Warp est décrit souvent comme un océan en fait. L'océan, l'enfer, il y a plusieurs façons dont il est décrit. Et ça, c'est pas très rassurant, on va dire. C'est assez flippant comme description, le Warp. Imaginez que vous rentrez dans l'enfer. Voilà, à peu près le Warp. Où Horus va rentrer un peu dans cet enfer. Et il va pouvoir rencontrer les dieux du chaos, justement. Et quand il va rencontrer ces dieux du chaos, ils vont lui proposer un peu un marché. Ils vont lui dire, en gros, euh, tu fais tomber l'empereur, et en échange, tu deviens ultra puissant. Alors évidemment, il devient ultra puissant avant de faire tomber l'empereur, sinon c'est un peu galère. Parce que l'empereur, c'est quand même l'empereur. Voilà, une petite Ouais, photo du Warp. Il est quand même ouais. extrêmement sympathique. Et puis, Ouais, rétrécis-la un peu. voilà, nice. Voilà, on va le rétrécir encore un peu. Désolé pour nos auditeurs. Euh, Après, ceux qui regardent le live, c'est quand même mieux d'avoir des petites images. C'est pour ça que je vous conseille peut-être de regarder la vidéo pour Ouais, être c'est un peu toujours mieux. pour toi. Voilà. Bon, on se Ok, c'est replonge à ça. fond dans Mais... l'or. On reprend notre petit temps narrateur. Alors, hop, il va rentrer dans cette porte et justement les dieux vont lui proposer ça. Sauf que une chose qu'il faut savoir sur les dieux du chaos, c'est qu'ils vont souvent parler de vérité. Alors, c'est leur vérité, c'est ça qu'ils oublient de préciser. C'est leur vérité, et puis il y a toujours un contre. Enfin, vous devez toujours leur offrir quelque chose en échange des trucs qu'ils vous donnent. Alors déjà, ils vont Un vous demander sacrifice, un peu. voilà, un sacrifice. Déjà, un Ok. sacrifice pour les invoquer. Ensuite, il va falloir encore leur donner quelque chose en échange de la chose qu'ils vous donnent, qu'ils vont vous dire, et une autre chose qu'ils vous auront pas dit. Parce qu'ils sont pas très gentils, on va dire. Mais bon. Et justement, les choses qu'ils auront pas dit, à Horus, c'est que Horus va mourir en fait en prenant ses pouvoirs. Il va un peu se désagréger sur lui-même. C'est pas très joli. Et sa peau va tomber en lambeaux tout doucement. Le gars va devenir un cadavre. Il va mourir. Comment il va faire du coup pour aller se battre? Alors, heureusement, petit spoil, mais il est mort avant. Mais s'il aurait survécu, il serait mort après. De toute façon. Après, Oui, après. De toute façon, il serait mort après s'il aurait
gagné contre l'empereur, il serait mort de toute façon. Ok, ok. Voilà, il serait mort de toute façon. Alors, malheureusement, j'ai pas de photo de Molech, pour les personnes qui veulent savoir. Mais un petit fun fact sur Molech. La capitale de Molech, d'ailleurs, Molech est une maison du chaos. Une maison, une planète du chaos, pardon. Et la capitale s'appelle Lupercal, par rapport à Horus Lupercal. Voilà, un petit fun fact par rapport à sa ville. Et là-bas, justement, j'ai parlé de maison, je me suis un peu embrouillé les pinceaux, c'est parce que là-bas, il y a une maison de chevalier sur cette planète. Bon, une petite maison de chevalier. Et on en parlera d'ailleurs dans un épisode des maisons de chevalier, parce que c'est vraiment un lore ultra cool. Alors, ensuite, on va parler de Vulcan. Alors, je vais vous mettre une petite photo de Vulcan, parce que j'aime bien quand même. C'est un des primarques que je préfère. C'est quoi ton primarque préféré, Spiwa? Bah, moi, mon primar préféré, je pense que. Ça, c'est ouais, c'est Magnus. Non, comment il s'appelle celui avec le pouvoir de fer? Ah, Ferrus Manus. Ferrus Manus, voilà. Ferrus Manus. Soit c'est Ferrus Manus, soit les Manros. C'est vrai qu'ils ont quand même un gros style. Ouais. Alors, ce charmant Vulcan, il va se faire capturer après Isvan par Conrad Kurz. Alors, je vous mets une petite photo de lui. Alors, oui, il est tout noir. Ah, c'est un Quand je dis tout Salamanders. noir, oui, c'est un Salamander. C'est le primarque des Salamanders. Et il est pas tout noir en couleur de peau, il est genre noir cendre. On l'a brûlé. D'ailleurs, je Ça, vous montre c'est la à photo. cause de Oui, leur planète d'origine, c'est ça? oui. Qui Ok. est littéralement une planète de feu. Ok. Qui a des volcans partout et c'est toujours en train de péter. Mais bon, c'est pas le sujet pour l'instant. Enfin, on s'éloigne un peu du sujet. C'est pas grave. Alors, Vulcan va se faire capturer par Conrad Curse, qui est primarque des Night Lords. D'ailleurs, après s'être fait capturer, il va être amené sur le vaisseau de Conrad Curse des Night Lords. Sauf que, au même moment, la moitié des Night Lords vont se casser, littéralement. Ils vont plus vouloir être avec leur primarque. Parce que Conrad Curse est l'un des rares primarques qui est détesté par ses hommes. Et il le déteste complètement. Alors, il va être torturé par, par Conrad Curse de manière assez sadique, on va dire. Je vais vous mettre une petite photo de Conrad Alors, si Curse. jamais toute cette histoire est regroupée dans un seul livre que vous pourrez retrouver sous le nom de Vulcan Lives de Nick Kim. Voilà, donc Exactement. si vous voulez plus en savoir, Aslo, tu l'as lu, non? Oui, sinon j'en parlerai. Ouais. Bah Je apparemment prends... il est très bien. Donc Ouais, il est vraiment très bien. on vous le conseille en tout cas. On vous le conseille. J'essaie de vous prendre une photo où il a l'air moyennement fou. Parce que sinon, il est extrêmement fou. Vous le voyez dans vos yeux, vous avez peur, vous partez en courant. D'ailleurs, la chose qu'il adore faire, petit fun fact sur Conrad Curse, la chose qu'il adore faire, c'est vous enlevez la peau, vous la retirez, et puis se la draper de votre peau. Ok, c'est bien dégueu. Alors, ouais, désolé pour la qualité, c'est tout ce que j'ai trouvé. C'est la photo la moins folle de Conrad Curse qu'on a en stock. Voilà. Il est charmant. Il est charmant. Un BG, comme on pourrait dire. Alors, Conrad Kurz va torturer Vulcan de deux manières. Alors, au début, il va commencer par le torturer physiquement. Il va le jeter dans les réacteurs du vaisseau. Il va le découper en morceaux, il va lui enlever la peau. Plein de trucs très sympathiques, vous voyez le genre. D'ailleurs, c'est très détaillé dans le livre. Hein. Si vous aimez bien ça, voilà. Sauf que, petite particularité de Vulcan, dont j'avais fait exprès de ne pas vous parler dans le premier épisode, c'est que Vulcan est un perpétuel. C'est-à-dire Aucun qu'il ne immortel. meurt jamais. Voilà, c'est un immortel. Il ne meurt jamais. Alors, du coup, comme Conrad Kurz, il a torturé physiquement, puis il voit qu'il meurt pas, Conrad Kurz décide de passer à une technique un peu plus psychologique. Alors, il va demander à Perturabo, le primarque des Iron Warriors, de créer un labyrinthe.
Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans le livre, il y a un nom à la formule qu'il utilise pour créer ce labyrinthe, qui existe vraiment d'ailleurs. Et en gros, c'est un labyrinthe dont on ne peut pas sortir, il n'y a pas de sortie possible. Et il est extrêmement compliqué. Enfin, il y a une sortie possible, mais pour retrouver cette sortie, il faut avoir mémorisé tout le labyrinthe. Et en gros, les murs du labyrinthe changent. Du coup, c'est un truc un peu de fou. Mais il y a un passage qui ne change jamais. Et il faut essayer de le trouver, ce qui est extrêmement galère. Et en gros, il va balancer Vulcan dans ce labyrinthe. Et il va prendre des Psykers pour faire croire à Vulcan qu'il y a des civils dans le labyrinthe. Et ses amis, enfin ses amis, ses fils, ses Salamanders, son premier capitaine, tout ça, qui sont torturés. Puis genre, il va devoir essayer de les aider. Puis à chaque fois qu'il arrive à les trouver, il meurt devant lui. Ce qui le rend complètement fou. Et puis c'est clair. Puis au centre du labyrinthe, il y a son marteau. Brise Forge, je crois qu'il s'appelle. Oui, Brise Forge. Parce que Vulcan est un primarque qui aime bien forger des trucs. Puis du coup, il s'est fait son propre marteau, qui est ultra stylé d'ailleurs. Ouais. Et en gros, Vulcan voit son marteau, il le voit à travers le labyrinthe, mais il peut pas le toucher. Il peut pas aller le chercher, il n'arrive pas à se fermer la pièce. Ce qui va encore plus le rendre fou. Bon. Et jusqu'au moment où un truc un peu de fou, mais il va réussir à tout casser. Il va péter un câble, et genre, juste par sa puissance physique, il va casser les murs du labyrinthe par sa propre force physique de Primarch. Et il va réussir à prendre son marteau, et il va se téléporter. Parce que sur son marteau, il avait mis une balise de téléportation. Ok, ouais, il pense à tout. Hein. Au cas où, si il le prenait prisonnier. Pour le téléporter à, je crois que c'était 3 km dans le livre, mais je suis plus aussi sûr. Et en gros, le gars, il finit dans l'espace, quoi. mais du coup, est-ce qu'il a un casque avec lequel il peut survivre ou... Non, rien. Ah, mais c'est un Primarch qui peut survivre, ouais, non? Exactement, il peut survivre dans l'espace. Pas forcément ultra longtemps, mais il peut survivre quand même un petit moment. Et du coup, le gars est en tunique dans l'espace, du coup, à moitié à poil dans l'espace. Et puis, il se découvre qu'il est au-dessus d'une planète d'Ultramar. Je crois qu'il est au-dessus de Macragge, capitale d'Ultramar. Et il va tomber dessus. Et ils vont le retrouver là-bas. Heureusement pour lui. Mais bon, on va parler de ça un peu plus tard. On va essayer de faire les choses dans l'ordre chronologique ici. Alors, juste après ça, il y a Malcador qui va se faire, réunir l'Officio Assassinorum sur Terra pour leur donner une mission spéciale. Alors, pour rappeler, l'Officio Assassinorum, c'est un peu des ninjas du futur assez badass. Bon, de toute façon, tout est badass dans Warhammer. Et ils sont assez gore, non? Genre, ouais, ils sont assez gore. Pas de main morte. Non, ils sont pas de main morte. Et il va les faire se réunir dans une salle de Terra. Et en gros, dans cette salle, du coup, ils ont des salles spéciales juste pour eux, pour l'Officio Assassinorum, où ils sont cachés, où tu peux pas accéder. Et du coup, il y a Dorn, qui est le palatin, Dorn, Malcador, et puis des hauts seigneurs de Terra, et puis le maître de l'Officio Assassinorum. Et du coup, il leur donne une mission très spéciale. Et la mission, c'est de tuer Horus. Ok, chaud. Chaud. Du coup, les gars ne refusent pas. Hein. C'est pas comme s'ils avaient trop le choix. Hein. Ils sont nés, voilà, ils sont nés éduqués pour ça, pour faire ça. Ok, donc ils peuvent vraiment pas du tout, enfin dans n'importe quelle situation ils peuvent pas refuser. Ils peuvent, en fait, ils peuvent refuser, mais ils ont tellement été endoctrinés depuis petit que ça va être très compliqué de refuser. Ok, mais genre si par exemple, dans le pire des cas, il y a un mec qui dit d'aller tuer l'empereur, il pourrait accepter. Oui, mais alors non, pas comme ça, mais. Ok. Mais faudrait les retourner. Enfin, faudrait effacer toute la propagande qu'ils ont eue, puis leur donner une autre propagande. Ah, ok, ouais. Ouais, ok, donc ils sont quand même endoctrinés par la propagande de l'Imperium. Complètement. Et puis eux, c'est vraiment le doctrinement au niveau max, quoi. Ok. Et du coup, d'ailleurs, je vais mettre une petite photo d'un assassin que j'aime bien. D'ailleurs, on va parler de l'Officio Assassinorum, parce qu'ils ont plusieurs branches. On va parler de ça un de ces jours, parce qu'ils ont beaucoup de branches, puis je pense pas que ça va beaucoup nous apporter
d'avancer là. On va juste dire qu'ils ont 5 branches principales et que là, il y avait un assassin de chaque branche, des 5 branches principales. Et que, en gros, ces assassins ont chacun un temple. Voilà, vite fait de ça. Ils ont chacun un temple avec un maître du temple. Et chaque assassin ne se réunissent pas forcément souvent. Ils opèrent seuls souvent. Et puis c'est très rare qu'il y ait déjà 2 assassins ensemble, du même temple. Mais alors 5 de temples différents, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Imperium. Ok. Ouais, c'est vraiment une mission très spéciale. Et puis, ils se réunissent là-bas, ils parlent de la mission, tranquillement, avec Malcador. Malcador leur dit bon, ça va être compliqué, il y a des chances que vous ne réussissez pas. Si vous ne réussissez pas à le tuer, faites tout exploser. Massacrez tout le monde. C'est la seule solution que vous avez, ou sinon vous ne rentrez pas. Vous suicidez. Faut pas qu'il arrive à vous attraper. Alors, du coup, les assassins sortent, et puis d'un coup, il y a l'empereur qui sort de nulle part. Alors, pour vous remettre dans le contexte, genre la salle est fermée. C'est une salle au milieu de nulle part. Elle est faite exprès pour que personne ne puisse entendre à travers. Pas de psyker. Il y a un dédale de couloir pour y arriver. Il y a des custodiens qui gardent le truc. Et t'as l'empereur qui sort de derrière une fenêtre, comme ça. Bon, après, c'est l'empereur. C'est l'empereur, évidemment. Puis le gars, il sort, puis il fait... Ah oui, vas-y. Ouais, non, c'était juste pour te demander qu'est-ce qu'il vient foutre ici, en fait. Ah, alors, merci d'avoir posé la question. Alors, l'empereur, il va leur dire écoutez, je suis pas d'accord que vous tuiez mon fils, mais vu comment il est parti, finalement, c'est une bonne idée. Allez-y. Voilà. Voilà à peu près ce qu'il a dit. Après, évidemment, il a un peu engueulé les autres parce qu'ils étaient un peu en mode ouais, on a fait ça sans l'accord de l'empereur. Okay. Mais bon, il leur pardonne parce que, comme a dit Malcador, en gros. Ah oui, il y avait aussi le capitaine général des custodiens. Hein. Puis, Malcador a convaincu un peu tout le monde en leur disant écoutez, l'empereur, il peut pas se résoudre à tuer un de ses fils, ça va être compliqué quand même, sentimentalement. Sauf qu'on sait tous évidemment que l'empereur s'en bat les couilles des sentiments. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il a fait ça tout seul. Mais bon. Alors, ces assassins partent d'Otera. Évidemment, personne ne sait qu'ils sont partis à parler au Seigneur, du coup, enfin, personne n'est au courant. C'est genre peut-être 15 gars sur toute la galaxie, c'est pas énorme. Alors, ils partent, tous, et ils décident d'aller sur une des planètes où Horus devrait descendre. Alors, je me rappelle plus du nom de la planète, mais c'était une planète de moindre importance. Ça, c'était vraiment une planète qui venait de soumettre Horus, les Sons of Horus, qui est le nouveau nom des Luna Wolf. Vraiment une petite planète de merde, un peu rien à faire. Bon. Alors, ils arrivent là-bas, et les assassins tuent Horus. Ils tuent Horus. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas possible parce que Horus s'est retrouvé sur Terra, et effectivement, ils ont pas tué Horus, ils ont fait pire. Ils ont tué l'un des membres de la garde rapprochée d'Horus, son capitaine, si je m'en souviens bien. Ou son second. Et ils lui ont arraché la tête. Un coup de sniper. Ah oui, quand même. Et genre, parce que le gars s'est fait exprès qu'il se fasse passer pour Horus, c'est logique. Horus ne va pas se déplacer lui-même pour une planète de merde comme ça. Ouais. Mais bon, les assassins étaient sûrs que c'était lui. Et ils ont tiré, et une demi-seconde plus tard, la tête du gars était en morceaux. Tous les Space Marines autour ont tous chargé leur bolter, ont commencé à tirer partout, à tirer sur les civils. Et les assassins, ils sont partis en mode ah merde, c'est pas le bon gars. Et du coup, ils ont poursuivi Horus jusqu'à qu'il tombe sur une autre planète. Et sur cette planète, ils auront une petite surprise. Parce qu'il y aura un assassin de Horus. Il sera envoyé par Erebus. Erebus, c'est la personne qui a corrompu Horus. Ah oui, ça fait beaucoup de trucs qui finissent en us. Je sais. Mais Erebus, c'est la personne qui a corrompu Horus, c'est un World Bearer. Et ce gars est très tordu. Et il avait un apprenti qui l'a fait devenir un espèce d'assassin démon, chelou, flippant, extrêmement flippant. Vraiment, extrêmement flippant. Le gars, tu lui mets... D'ailleurs, les assassins vont lui vider genre 50 balles dans le corps, et le gars va rien sentir.
littéralement. Et sa peau va se refermer, c'est assez flippant. D'ailleurs, j'aurais une question. Vu que... En fait, maintenant que j'y pense, est-ce que les armes des assassins sont meilleures ou... Enfin, j'imagine meilleures que la garde impériale, mais est-ce que du coup c'est l'équivalent des Space Marines? Ils ont les meilleures armes de l'Imperium. À part peut-être les custodiens qui ont des meilleures armes, mais il est dit, selon la légende, que un assassin, s'il tirait sur un custodien, il le tuerait aussi. Ok, oui, ok, donc ouais, donc Ils ont c'est vraiment bien les sûr. meilleures armes. Parce que normalement, ils sont censés pouvoir tuer n'importe qui. Ouais. Ils ont les meilleurs poisons, les meilleures armes. Et puis évidemment, il y a le gros même qui est l'Eversor. Alors je vais vite vous expliquer, peut-être, très vite fait, les classes qu'il y a d'assassins. Alors on va commencer par l'Eversor. Attends, je vais mettre une photo parce que c'est un mème un peu. Alors, un peu plus qu'un mème, parce que il est réel. Puis d'ailleurs, c'est un des assassins qu'ils envoient pour tuer Horus. D'ailleurs, je vais mettre une photo ultra stylée de lui. Celle-là est très bien. Alors, l'Eversor, en gros, leur but, c'est de massacrer tout le monde. Ok. Voilà, je vais mettre une petite photo de l'Eversor. Voilà. Alors, il a un style assez badass hein, quand même. Je vais le noter. Alors, l'Eversor, en gros, c'est un gars qui est drogué à mort. Alors, il est endormi. De base, il est endormi. Et dès qu'il le réveille, ils vont le droguer pour qu'il soit énervé au maximum. Et du coup, le gars va genre descendre sur la planète et massacrer tout le monde. Tout le monde. Et genre dans le livre, c'est assez stylé. Parce que dans certains livres, ils en parlent, mais très peu. Parce que c'est quand même des assassins, puis t'es pas censé les voir normalement. Et justement, en général, les assassins sont plutôt discrets et tout. Bah, sauf que ce qui fait un peu le même de l'Eversor, c'est que souvent, enfin, dans ce livre, je crois qu'il le dit, mais en gros, il dit il n'y a pas besoin d'être discret s'il n'y a plus personne pour parler de toi après que tu sois passé. Ça, c'est badass. C'est pour C'est ça que c'est un badass. mème. Et c'est clairement un même. Parce que le gars est un fou. Mais genre, le gars, il se droguait à mort, il sent pas les balles, il a des griffes au bout des doigts, si t'as vu, il plante dans les gens. Les gars, il prend les. D'ailleurs, même dans le livre, à plusieurs moments, il prend les armes des gens et genre, il leur enfonce de la tête. il, leur fait Quel rentrer, chaud. il leur fait rentrer le crâne dans le torse. En mode Doom, tu vois. Ouais, je vois exactement. Ouais. Exactement. C'est violent. Puis il fait ça, genre, pendant des heures et des heures, genre, il extermine tout le monde sur les bases et tout. Puis genre, tu vois, les capitaines et tout, ils sont en mode, qu'est-ce qui se passe pourquoi il n'y a plus personne sur la base? Et genre, ils ouvrent une porte, t'as plein de genre, il y a plein de cadavres qui tombent en morceaux. Ouais, c'est le Doom Guy. Voilà, exactement, c'est le Doom Guy de Warhammer. Puis genre, tu sais, après, il sort d'ailleurs, c'était assez drôle, c'était un meme, ça. Enfin, c'était une vidéo animation qui est devenue un peu un meme, mais ça, c'est lore friendly. En gros, et justement, c'était avec les capitaines, ils ouvrent l'armoire, il y a les morceaux des gars qui tombent et tout. Puis genre, les deux capitaines se regardent, puis ils sont en mode, ouais, mais qui a fait ça? Puis genre, le gars sort de derrière eux, puis il est en mode, c'est moi. Ensuite, il le massacre. Et mais pour vous dire à quel point il est vénère, un Eversor a déjà massacré des Space Marines easy. Hein. Ok. Mais plusieurs ou en un v 1? Plusieurs. À D'un la coup. suite. À la suite. Parce qu'il est ultra rapide, ultra vénère, ultra fort. Putain, mais c'est. Ah ouais. Et du coup, ça meurt facilement, ces trucs ou... Non, parce que justement, comme ils sont pétés de drogue, Ouais. ils sentent rien. Ok. Du coup, genre, on va falloir les écraser. Ok. Voilà, à peu près. Alors ensuite, après les Eversor, on a les Vindicarais. Alors, je vais mettre une petite photo des Vindicarais. Comme ça, vous pouvez voir à peu près. C'est les snipers. En gros, c'est lui qui a le sniper ultra badass qui découpe la tête du gars. Et pour continuer un peu l'histoire en même temps que je mets la photo, comme les assassins ayant échoué, la plupart se feront tuer. Enfin, ils se font tous tuer sauf justement le Vindicarais, qui est le sniper. Ils se font tous tuer par cette espèce d'apprenti chelou monstre démon du turfu. Ouais. Et il restera que le Vindicarais qui ira sur le Vengeful Spirit, pardon, qui est le vaisseau de Horus. Ok. Et il va genre foutre le bordel. Il va massacrer les gens parce que ils ont tué sa sœur qui était aussi un assassin. Du coup, il va les massacrer. Il va massacrer genre les membres d'équipage. Tu vois, genre les gens qui n'ont rien demandé, il va les trouver, bam bam, il les massacre dans le noir. Ouais. Le gars sympathique, hein, tu vois. Ouais, je vois totalement. Et il fait exprès, comme ça, il y a Horus qui va au bout d'un moment, il va descendre de son vaisseau, quoi. Il va descendre dans les bas-fonds de son vaisseau pour voir ce qui est en train de se passer.
Ouais, Il y a quand même un gars qui est en train de massacrer tout le monde, puis genre ils envoient des Space Marines pour aller voir ce qui se passe. Puis les Space Marines retournent sans tête, quoi. Ouais. Du coup, on se pose un peu des questions. Et il va aller là-bas, et le Vindicaré va lui tirer dessus. Et il va pas réussir à le tuer. Il va le rater. Oh, putain. Du coup, Horus va choper le Vindicaré, il va le prendre, puis il va le retourner. Et le Vindicaré va se retourner contre l'empereur après. Parce qu'il va lui dire, en gros, ta sœur est morte, pas à cause de moi, mais parce que c'est les gens qui t'ont envoyé là, c'est l'empereur, quoi. C'est la faute de l'empereur que ta sœur soit morte. Et le gars en mode, ah, mais j'ai jamais pensé comme ça. Il est con. Oui, il est con. Genre, Mais, juste, on lui dit une petite phrase et il fait oh, mais c'est vrai. Voilà. Voilà, alors à peu près pour les grandes branches de l'Office Assassinoro, mais on en parlera dans un autre épisode, ça. C'est vraiment cool comme lore. Alors, ensuite, on va parler de Caliban. Alors, je vais vous mettre une petite photo de Caliban. Alors, Caliban, c'est la planète des Dark Angels. Du coup, les Dark Angels, c'est la légion de Leon L. Johnson. C'est les gars très stylés qui sont verts, habillés en vert. D'ailleurs, il y a une photo extrêmement stylée de Warhammer Community. Je vais vous mettre maintenant. Hop. Alors, en gros, ce qui va se passer, c'est que l'empereur, Leon L. Johnson va laisser Luther, son meilleur ami, confident, capitaine, tout quoi. Il va le laisser sur Caliban pour s'occuper des recrutements. Donc là, c'est Caliban ce que tu nous montres. Oui, là, c'est Caliban. Ok. C'est tout vert, c'est plein de forêts. C'est ultra stylé comme planète. Ouais, enfin, c'est plus trop vert maintenant. Oui, c'est plus trop vert après ce qui va se passer. Bon. Et en gros, Luther va décider. Enfin, au début, il était très heureux d'être sur Caliban. Il voit Caliban progresser. Parce que, comme on va dire que Caliban, c'était un peu en mode féodal, quoi. Il y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas de technologie, c'était un peu paumé. Bon, voilà. Et Luther va pouvoir voir l'avancée de Caliban, genre une décennie, ils vont passer de féodal à impérium moderne. Tu vois. Ouais. Et puis, très content, il est très content de son boulot et tout. Sauf qu'il y a une petite pointe de jalousie. Il est un peu jaloux de Leon Johnson. Il est un peu jaloux de ne pas être avec lui. Ouais. Et du coup, ce qu'il va faire, il va fucked up. Il va niquer toute la planète. Mais Et en gros, ce qu'il va faire, il va trahir l'empereur parce qu'il est jaloux. Et il va décider de retourner les Dark Angels contre Leon L. Johnson. En leur disant regardez, ils gaspillent vos vies pour rien. Leon L. Johnson n'est pas là sur la planète pour vous. Alors que les Primarchs, c'est partout la même chose, quoi. Ouais. Exactement. Et du coup, c'est ce qui va se passer. Et Leon L. Johnson va apprendre ça. Et va être extrêmement vénère. Alors, pour vous dire, là, à quel point il est vénère. Il y a quasi la moitié de ses frères qui ont trahi son père. La moitié de ses frères veulent le tuer. Il vient de perdre une bataille ultra importante. 3 autres de ses frères sont portés disparus ou ont été exterminés. Et les assassins qu'ils ont envoyés n'arrivent même pas à tuer Horus. Je vous laisse imaginer le niveau d'énervement qu'il doit avoir, le gars. Ouais, et là, ouais, c'est... Voilà. Et là, il est tranquille dans son vaisseau. Et il reçoit un message lui disant que sa planète a décidé de faire sécession de l'Imperium. Je vous laisse imaginer l'énervement du gars sur le moment. Alors là, dans le lore, dans l'histoire, dans le livre, il pète un câble et il détruit tout à coups d'épée. Alors voilà, à peu près le niveau d'énervement du gars. Ensuite, il va aller sur Caliban. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va purger tout le monde, déjà. Commençons bien les choses. Ensuite, il va trouver Luther et il va le défier en duel. C'est là que ça devient très intéressant. C'est qu'il va battre Luther. Mais Luther, il aura quand même infligé un peu de dégâts, hein, parce qu'il est quand même chaud, Luther, faut le dire. Ouais, ok. Luther, au moment où il va le finir, Joel Johnson va s'excuser. Il va dire qu'il était désolé et tout ça. Et qu'il change de camp. Qu'il est d'accord de revenir avec Joel Johnson. Et ce qui va se passer, c'est que le Joel Johnson va hésiter. Et Luther va les envoyer les deux dans le Warp. Avec tous les Dark Angels de la planète. Alors, je vous laisse imaginer le niveau de la catastrophe. Voilà, à peu près ce qui s'est passé.
Mais bon, ça c'est plutôt vers la fin de l'Hérésidorus. Là, on a sauté quelques étapes. C'était juste pour vous donner le niveau de l'histoire du bordel. Du bordel de l'histoire. Ouais. Alors, bah, ensuite, c'est important quand même qu'on recentre un peu maintenant. Voilà. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a ce fameux Russ, ton Primark que tu aimes bien. Ouais. Ce fameux Russ, extrêmement beau d'ailleurs, je trouve. Oh, ouais, il a quand même un style à lui, j'aime bien. J'aime bien son style. Moi, je kiffe son style en tout cas. Ouais, tu vas mettre une photo là? Ouais, je vais clairement mettre une photo, parce qu'il est très stylé. Après, il y a quelques petites blagues sur les mains de Russ, c'est Lemon Russ, Citron Russ, petit jeu de mots anglais. Ah oui, ouais, Voilà, petit jeu de mots anglais. Ouais, non, c'est vrai. J'étais obligé de le dire. Voilà, je vous mets une petite photo de lui. Extrêmement beau, extrêmement stylé. Qui vient de Fenris et qui est le Primarque des Space Wolf. Pour vous rappeler ça très rapidement. On va accélérer un peu. Alors, Lehman Russ va être envoyé sur Prospero par l'empereur avec Constantin Valdor, qui est le capitaine général des custodiens. Du coup, je vous rappelle, les custodiens, les gardes de l'empereur, les gars ultra forts. Et en gros, ils vont être envoyés sur Prospero, la planète de Magnus. Et ils vont être envoyés là-bas par l'empereur pour arrêter Magnus. Parce que comme je vous avais expliqué dans l'épisode, il avait envoyé un message psychique à l'empereur ultra puissant. Sauf que Russ ne savait pas que Horus avait trahi. Alors, ils vont arriver là-bas et Horus va leur dire je change ta directive, tu dois plus ramener Russ sur Terra. Ramener Magnus sur Terra. Russ, tu dois l'exterminer. Exterminer tout. La Légion, la planète, tout. Frère. Même les innocents? Tout. Qu'il n'y ait plus rien. Qu'il brûle la planète. Ok, voilà. Chaud. Mais il accepte. Il accepte. Parce que le boulot de Russ, c'est un peu d'être le bourreau de l'empereur. Alors voilà, j'ai une petite photo du saccage de Prospero. Je vais agrandir un peu, hop. Voilà, ça c'est un vieux truc de Warhammer. Ouais, ça c'est un vieux truc de Warhammer. Voilà. Alors là, on peut voir Constantin Valdor sur la photo, on peut le voir un peu caché. Les Thousand Sons en train de se faire exterminer, mais bon. Les pyramides derrière de Prospero en train de brûler. Alors d'ailleurs, les Thousand Sons sont en rouge. Ça m'étonne. Oui, ils sont en rouge. Et après, ils changent de couleur quand ils deviennent chaotiques. Ok. Alors, sur Prospero, ce qui va se passer, c'est que Russ va briser Magnus. Il va le prendre, il va le briser en deux, littéralement. Alors, je vais vous expliquer ça un peu au détail. Il va le prendre sur ses genoux et bam, il va le briser d'un coup sec. Putain, c'est chaud. Voilà, Russ en 2-3 mots, c'est lui. Évidemment, avant, il a quand même exterminé les 3/4 des Thousand Stones. Il a mis la planète à feu et à sang. Et il a exterminé toute la population civile, évidemment. C'était Russ. Ouais. Et il va décider, juste après avoir fait ça, de être pas très content. Parce qu'il s'est dit quand même, l'empereur, c'est chelou qui m'ordonne ça. Et du coup, là, il va recevoir un message de Dord en mode mais mec, c'est faux. Horus, il a trahi. Puis genre là, Russ, c'était pas très bien. Mais bon, il était un peu fier quand même. Parce que c'est Russ. Puis Russ, petite anecdote sur lui, il adore dire à ses frères Primark, genre en mode, il vient vers eux, puis il leur fait ouais, en duel, je t'écrase, je te lamine, je t'extermine. Toi, toute la Légion, je la prends à moi tout seul. Il adore dire des trucs comme ça. Du coup, le gars un peu vénère, quoi. Et du coup, il était content quand même d'avoir raison. Et après avoir fait ça, Magnus va se retrouver dans le Warp. Parce que comme Magnus est appelé le Primarque sorcier, et comme c'est le Primarque sorcier, il est parti dans le Warp. Son âme est partie dans le Warp. Du coup, il va se retrouver dans le Warp où il sera, où il va vivre et où il sera sur sa propre planète. En fait, il y aura la planète des sorciers. Ça va être la nouvelle planète des Thousand Sons. Et en gros, c'est une planète localisée entièrement dans le Warp. Ok. Voilà. Mais du coup, alors attends, moi, le Warp, c'est... Parce que du coup, moi, j'imaginais ça comme un deuxième plan
ouais, non, carrément démoniaques. Mais du coup, il y a des planètes dans le Warp. Oui, il y a des planètes dans le Warp. Mais. Pas beaucoup. Mais en fait, je sais pas si on peut qualifier ça vraiment de planètes, parce qu'elles sont pas réelles, en gros. C'est du Warp, quoi. Ouais. Alors, on pourrait plutôt dire que, grâce à sa propre puissance psychique, Magnus a réussi à faire une planète dans le Warp. On pourrait plutôt dire ça. Ok. Ah, ok. Et voilà, à peu près pour l'histoire de Magnus durant les Résidorus. Du coup, non, il n'aidera pas Horus. Les Thousand Sons iront les aider. Mais très peu. Hein. Ils seront, je crois, 300, 400, pas énorme, quoi. Ok, pas 100 000. Et puis, ensuite, nous allons parler de la bataille de Khalt. Alors, la bataille de Khalt est assez connue parce que c'est l'une des plus grandes batailles de l'Hérésidorus. Mis à part la bataille de Terra, qui est évidemment la dernière. Je crois même qu'on peut dire que c'est la plus grande bataille. La bataille de Khalt. Oui. Alors, je parle un peu de Khalt. Khalt est la capitale du monde d'Ultramar. Non, oui, c'est l'une des capitales. Il y en a 4, pardon, je m'excuse. C'est Makra, la capitale générale, mais c'est l'une des capitales. Je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais ça avait un nom un peu bizarre. C'était leur secteur à eux dans l'Ultramar. Et ils ont décidé. Ils n'étaient pas au courant encore de la Résidorus, hein, Robot de Gilliman. Et ils vont décider là-bas de mettre toutes les Ultramarines, toute la légion des Ultramarines. Du coup, les Ultramarines, c'est la plus grande des légions. Ils ont 22 chapitres. Ah oui, ouais, c'est énorme. Ça fait 150 000, je dirais. 150, même plus, 200 000. 200 000 Est-ce qu'il y avait déjà les 1000 Astartes par chapitre normalement, oui. Complètement différent. C'était un peu différent, mais non, je pense que c'était 1000 par chapitre. Ça me semble assez logique pour les Ultramarines. Ok. Mais voilà. Alors, je vais mettre une petite photo de la bataille de Khalt. Alors, en gros, d'ailleurs, vous voyez plein de cadavres dans l'espace. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, les Worldbearers sont allés sur Khalt parce qu'ils devaient faire un peu une espèce de parade avec les Ultramarines. Du coup, voilà. Sauf que, comme je vous rappelle, les Ultramarines avaient explosé Monarchia, la ville que Lorgar avait faite. Du coup, ils étaient un peu salés, les Worldbearers. Et du coup, ils vont arriver sur Khalt tranquillement, pas de soucis. Et là, ils vont infecter le système de défense planétaire avec un virus qui va complètement faire exploser tous les techpoïstes qui étaient connectés, les technoprêtres. Ah, ça mais va les faire exploser carrément. Ouais, leur faire exploser leur augmentique et tout. Tout va s'éteindre. Et d'un coup, les Worldbearers vont commencer à tirer sur les vaisseaux ultramarines sans rien dire. Et puis genre, au même moment, Gilliman était en train de faire un discours à son frère. En mode, ouais, je suis très content que tu sois là. Je suis vraiment désolé pour la planète qu'on a détruite. Je voulais pas faire ça, c'était l'empereur qui m'a dit. Puis genre, leur gars est en mode, ouais, t'inquiète et tout. Puis genre, 2 secondes plus tard, il se tourne et il fait, non, en fait, finalement, je décide de prendre ma revanche. Et il commence à défoncer tous les vaisseaux ultramarines. Il commence à exploser à la suite. Alors, les vaisseaux ultramarines sont accostés aux plateformes orbitales. Du coup, ils peuvent pas tirer en fait. Ils sont éteints les vaisseaux. Alors que les Worldbearers ont leur vaisseau au max, quoi. Et puis du coup, ils commencent à faire un massacre. Et là, il y a 30% des Ultramarines qui vont simplement disparaître du plan de l'existence. Putain, c'est énorme. C'est énorme, c'est un massacre. Mais est-ce que tu sais combien de temps elle a duré la bataille? Alors la bataille, je vais te le dire tout de suite. Je vais aller voir quand même. D'ailleurs, c'est dans le livre La bataille de Khalt. Je vais d'aller voir. Ok, bah allez regarder. Hein. Voilà. Je crois que c'est une. Moi, en tout cas, je l'ai lu en un seul, mais je crois que c'est une suite. Pas sûr. Mais je crois que c'est une suite, mais en tout cas, ça devrait être bon. Et puis, c'est Dan Abed qui l'a écrit. Alors, attends, pendant que je vous dis la longueur de la bataille. Dan Abed, je vous conseille de lire ses livres, parce que c'est vraiment un auteur incroyable. C'est l'un des meilleurs auteurs de Warhammer 40 000 et 30 000. C'est vraiment un gars et tout fort. Alors, est-ce qu'il y a la durée? Malheureusement, je crois que ça a duré 30 ans environ. Alors, la bataille de Khalt a duré 30 ans. Du coup, quasi toutes les Résidorus. Et là-bas, les Ultramarines qui sont restés sur la planète, parce que les autres se sont enfuis, en gros.
Et eux, ils sont restés là-bas sur la planète. Et ils ont combattu. La planète était irradiée, elle était en morceaux. Et ils ont continué de combattre les Ultramarines jusqu'à la fin. Jusqu'à que Robot Gilliman vienne les sauver. Quasi à la fin des résidus russes. Du coup, ouais, ils auront passé quasi 30 ans de leur vie à se combattre. Mais pour eux, c'était quasiment rien en 30 ans, non? Oui, mais bon, pendant les résidus russes, c'était quand même beaucoup 30 ans. Parce qu'en 30 ans, il y a beaucoup de trucs qui sont arrivés. Ok. Mais oui, ça a été très dur. D'ailleurs, je vous conseille, en fait, je vous conseille pas, je vous ordonne d'aller lire ce livre, parce que vous allez vraiment aimer. Puis ça va changer un peu votre vision des Ultramarines. Tu vois, les Ultramarines, c'est un peu un mème ultra smurf. Les gars, ils réussissent tout ce qu'ils font. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est genre. voilà. Ils ont la puissance du scénario. Voilà, exactement. Bah là, non. Là, pas du tout. Là, c'est l'inverse. Ils ont vraiment rien. Et puis, Ok. en vrai, ils réussissent quand même. En vrai, ils ont quand même un peu la puissance du scénario avec eux. Mais pas autant que ça. C'est un peu plus compliqué que d'habitude, on va dire. Mais ils gagneront quand même à la fin. Ok. Enfin, non, ils gagneront pas. En gros, Robot de Gilliman va venir les chercher. Eux, ils seront en mode, ah yes, Robot de Gilliman va venir libérer la planète. Puis Robot de Gilliman va les prendre. Puis ensuite, il va dire, bon, nique la planète. Il a exterminé tous la planète. Ok. Voilà. Du coup, ouais, ils ont combattu pour 30 ans pour rien, en fait. À peu Ouais. près. Ils ont Alors, perdu 30% de leur effectif aussi. oui, 30% de leur effectif. Et ça pèse très lourd. Plus encore les batailles qu'ils ont eu avant, les batailles qu'ils ont eu après. À la fin, les Ultramarines ont tenu l'Imperium quand même, après les résidus russes. Parce qu'ils étaient quand même assez, mais en tout cas, beaucoup plus que les autres légions. Les autres légions se comptaient en milliers, hein. Ouais. Pas plus. La- les Ultramarines devaient être à 40 000 Space Marines, hein. Ouais, donc 40 fois plus que chaque Ouais, légion ouais, mais réunie. pas beaucoup plus. Ouais. Mais 40 000 comparé au. Quasi chaque légion a un minimum entre 100 et 150 000 Space Marines. Hmm. Ah oui, ok. Du coup, ouais, ça réduit un peu le nombre. Alors, ensuite, on va parler un peu de l'Imperium Secundus, qui a été créé par Sanguinius, Gilliman et le Lion. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la Résidorus, évidemment, la trappe bat sont pleins, et ils n'arrivent pas à passer, à aller vers Terra par le Warp. Ils n'arrivent pas à passer dans le Warp, parce qu'il y a trop de tempêtes. D'ailleurs, ils ont appelé ça la tempête de la ruine, parce que c'est Lorgar qui l'a fait lui-même, la tempête, en parlant avec les dieux, quoi. En faisant ce Ok. truc chelou de sataniste. Et ils vont créer un second impérium dans le royaume d'Ultramar. Donc c'est aussi appelé les 500 mondes, non? Ouais, exactement. Ouais, donc en gros c'est un peu un mini impérium que Gilliman a créé. Voilà, exactement. Et mais si je me trompe pas, vu que c'est Ultramar et tout, c'est pas l'endroit où on vit le mieux, Oui, entre guillemets? oui. Et c'est vrai que Ultramar, on vit très bien là-bas. On vit mieux que dans le reste de l'Imperium. Ok. Bah c'est quand même bien de le rappeler si un jour Voilà. vous, vous devez vivre dans ce monde. Voilà. Mais en général, si vous devez vivre dans ce monde, je vous conseille plutôt de vous tirer une balle. Dès la première occasion que vous avez, sinon vous allez pas mal souffrir quand même. Mais bon, c'est ça pour notre plaisir. Alors, justement, il crée cet Imperium Secundus parce qu'il pensait que l'Imperium avait cédé face aux Russes. Parce qu'ils n'arrivaient pas à aller, ils n'arrivaient pas à l'atteindre, ils n'avaient plus de communication, ils n'avaient plus rien. Du coup, ils se sont dit, eh ben, nique sa mère, c'est fini. Du coup, il crée cet Imperium Secundus. Bon, il va pas durer longtemps, hein. Le truc va durer 3 ans, je crois. Après, ils vont tous se casser pour aller sur Terre, hein. Quand les tempêtes finissent, quoi. Ok, ouais. Et ça a été un peu une honte pour Gilliman qui fera effacer pardon, records historiques. Est-ce qu'on peut dire ça? En Bah... tout cas, de tous les livres d'histoire, ça c'est sûr. Il a fait effacer, en tout cas de tous les documents officiels, l'Imperium Secundus. Il a vraiment fait effacer de l'histoire parce qu'il avait trop honte de ça. Et il a fait jurer à Sanguinius et le lion, Lion L. Johnson, de pas en parler. Alors, pendant cet Imperium Secundus, ils ont découvert une technologie incroyable qu'ils ont appelée le Pharos. Alors, en gros, le Pharos agit comme un mini Astronomicon. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est le Alors mini. ouais, parce que moi je suis Alors, complètement perdu là. Alors là... alors, je vais vous mettre une petite photo peut-être de l'Astronomicon. Est-ce que je trouverai une photo? Alors, l'Astronomicon, pour vous en parler un peu, en gros, c'est l'empereur, grâce à sa puissance psychique, euh,
il fait comme un phare en fait. Il permet aux gens de se d'orienter dans le warp. Voilà ce que c'est l'astronomie Ken. Et le Pharos fait exactement ça. Mais en plus petit évidemment. Et c'est pas l'empereur qui le fait, mais c'est un truc de Necron. Automatique. Donc en gros, grâce à ça, ils peuvent se promener. Enfin, se promener. Ouais, dans le se promener dans l'enfer. Mais du coup, ils peuvent passer par le warp pour aller. Alors, j'ai entendu dire, genre, c'est un peu l'équivalent des voyages. Enfin, les super sauts. Non, comment ça s'appelle dans Star Wars? Ah oui, la vitesse de la lumière, je crois que ça s'appelle. Je sais plus du tout. Bon, si vous voyez, tant mieux. Sinon, bah, tant pis. Mais version Warhammer, non? Voilà, genre, ça permet de raccourcir les trucs de ouf, non? Exactement. Okay. Du coup, au lieu de le warp, saut lumière, peut-être ça peut être ça. Ah ouais. Ouais, un truc dans le genre. Saut lumière. Qui en gros, où tu vas ultra vite et ça raccourcit le temps. Bah, le warp, c'est la même chose quand tu fais des sauts dedans. Sauf qu'au lieu que dans Star Wars, ça soit un truc cool en mode waouh, c'est un saut dans la lumière, quoi, c'est stylé. Là, c'est un saut dans l'enfer et c'est pas très cool si tes boucliers se cassent. Alors, juste un petit aparté, si vos boucliers se cassent dans le warp, vos Gellar Field, vos champs Gellar, s'ils se cassent, bonne chance. Parce que ce qui va se passer, c'est que tous les démons, il faut se ramener dans votre vaisseau. Il faut vous rentrer par tous les trous, ces démons, ces fameux démons. Ils vont vous exterminer. Ils vont vous emmener dans le warp aussi, s'ils sont de bonne humeur. Du coup, ça va pas être très cool, honnêtement. Mais il y a moyen de survivre, même sans les boucliers? Si t'es l'empereur, oui. Si t'es quelqu'un d'autre, non. Enfin, oui, il y a des gens qui ont déjà réussi. D'ailleurs, pardon. L'Eisenstein, on avait parlé dans le premier épisode, le vaisseau qui a apporté la nouvelle de la Résidorus, a survécu dans le warp sans Gellar Field. Mais les gars ont souffert. Hein. Ils ont perdu genre. Je crois qu'ils étaient 60 Space Marines et ils en ont perdu genre 50. Ok. Et pendant tout le voyage, aucun dormait. Ils étaient tout le temps en train avec leur bolter en train de viser les portes et tout, au cas où c'est un démon qui sort de nulle part. Du coup, non, c'était pas ultra cool comme voyage. Oui, je m'en doute. C'était pas le petit voyage de vacances, quoi. Ouais, voilà. Alors, avec ce Pharos, ils vont décider justement de former cet Imperium Secundus, et ils vont découvrir que ce Pharos permet de se téléporter. Alors, la téléportation de Warhammer, je vais en parler un peu, c'est pas la téléportation en mode science-fiction où tu peux te téléporter aussi loin que tu veux. La téléportation de Warhammer, c'est au plus loin dans l'orbite d'une planète, on va dire. Depuis l'orbite d'une planète, tu peux te téléporter sur la planète. Au plus loin. Ah, ok. Au maximum. C'est pas genre. Parce que Vulcan, Vulcan voilà. lui, son truc c'était 3 km. C'est ce que tu m'as dit, non? Voilà. Ok. Du coup, 3 km, c'est pas ouf. C'est beaucoup, mais c'est pas ouf par rapport à Warhammer. Dans la situation de Vulcan, ça l'a bien servi. Ouais. Dans sa situation, oui, 3 km, c'est bien. C'est largement suffisant, je pense. Ah, mais d'ailleurs, j'ai une question. Oui. C'est vrai ça, mais genre, la téléportation, Vulcan, lui, il s'est TP à l'extérieur. Oui. Mais du coup, tu peux choisir ton endroit de téléportation ou c'est comme les fruits dans Minecraft, là, les fruits de l'end? Non. Non, bah, en fait, il s'est téléporté. En fait, il appuie sur le bouton. Tu te téléportes à 3 km en horizontal, je pense, si ça peut se dire dans l'espace, mais en gros, je pense qu'il s'est juste téléporté dans un rayon de 3 km au bol, quoi. Ok. Mais est-ce que tu peux te téléporter dans des structures? Oui. Genre, oui, et c'est pas très chaud. Ouais, voilà, c'est ce que je m'en doutais. Ok, donc il y a quand même un gros risque. Oui. Ça s'appelle des accidents warp. En gros, si c'est mal foutu, si c'est mal synchronisé avec la rotation de la planète ou mal synchronisé avec la vitesse d'un vaisseau sur lequel tu veux te téléporter pour faire un abordage ultra stylé, en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas te mélanger avec les autres gars avec qui tu te téléportes ou avec le sol, qui va faire très mal et ça va pas être très joli. Okay, ouais, d'ailleurs, petit cadeau, la téléportation passe aussi par le warp. mais du coup, tu peux rester coincé dans le warp si tu te téléportes? Il s'est aussi arrivé. Et c'est pas très joli. Okay. Enfin, le gars revient, mais il est en morceaux. Voilà. Ok. Voilà. Je sais pas pourquoi l'Imperium a décidé de se baser entièrement sur une technologie qui leur fait traverser l'enfer, mais c'est rien, c'est l'Imperium.
Alors, justement, ce pharaon, ça permet de se téléporter. Et maintenant, on va se retrouver avec notre petit Vulcain. Liaison, pardon. Alors, ils vont se retrouver, Vulcain, enfin, se retrouver sur Macragge. Et sur Macragge, il y a le robot de Guilliman qui est là-bas. Et ils vont trouver Vulcain qui est en morceaux. Alors, Vulcain est genre tombé dans l'atmosphère. Hein. Le gars est en morceaux, quoi. Mais comme ça perpétuel, il meurt pas. Mais du coup, ils le reconnaissent pas. Ils sont en mode, mais c'est qui cet étranger qui tombe du ciel? Puis après, au bout d'un moment, je crois que c'était une semaine dans le lore. Après une semaine, le temps qu'il a fallu pour se régénérer, pour qu'on reconnaisse sa tête, ils ont découvert que c'était Vulcain. Sauf que le truc, c'est qu'il ne parlait plus. Parce qu'il était tellement traumatisé psychologiquement qu'il n'arrivait plus à aligner les mots. Ok. Ah, alors attends, il y a une question dans le chat. Oui. Alors, le warp, est-ce que c'est comme le Nether, un bloc là-bas est égal à 8 blocs dans le monde réel? C'est une très bonne analogie, c'est exactement ça. Ok. Mais attends, je vais peut-être apporter une petite précision. En général, c'est ça dans le warp. Mais il y a des occasions où tu vas en arrière, le temps est pas réel, c'est-à-dire que c'est peut arriver plus qu'une seule fois, c'est arrivé extrêmement beaucoup de fois, c'est que tu rentres dans le warp et tu ressors genre 10 ans plus tard. Ok, donc en fait les voyages ne servent à rien dans le warp, au final. Voilà. Ou tu retournes en avant. Ah. Ou tu retournes dans le temps aussi. Mais c'est complètement aléatoire. C'est complètement aléatoire. Tu peux pas contrôler ça. Non, mais du coup, en général, ça sert. Du coup, le fait de se téléporter d'un bout à l'autre de l'Imperium avec le warp, tu peux jamais. Enfin, si tu arrives à survivre, oui. Tu peux ne pas réussir ta mission. Exactement. Mais en général, si tu as, on va dire, un bon navigateur, ça devrait aller. Le navigateur, c'est celui qui gère le vaisseau, qui est connecté au warp. C'est une espèce un peu de mutant connecté au warp. Et normalement, si c'est un bon gars, il devrait pouvoir gérer ça à peu près bien. Okay. Et si c'est un débutant, si c'est un jeune, bonne chance. Fuyez. Ou si vous n'avez pas de navigateur, brûlez le vaisseau, c'est fini. Parce que si vous n'avez pas de navigateur, tout ce qui va se passer en fait, c'est comme si vous essayez de conduire sur la route avec les yeux bandés. Ça va être compliqué. Ouais, mais t'as des chances de survie. Oui, t'as des chances de survie. Il y a personne et si c'est un boulevard. Voilà, et avec la route est toute droite. Sauf que le warp, c'est une espèce d'océan où il y a tout qui part dans tous les sens. Du coup, du coup, t'as vraiment zéro. Ok, ouais, voilà. Je vois. Alors, le Night Lord, Conrad Curse, va aller sur Macragge pour rechoper Vulcain. Parce qu'il n'a pas fini avec. Et du coup, genre, ils vont. Vulcain va s'échapper de sa cellule. Parce que. Why not? Ouais. Et ils vont pas réussir à le retrouver. Et Conrad Curse va commencer à le traquer et tout. Puis Guilliman vont apprendre que Conrad Curse est descendu sur Macragge avec Sanguinius. Du coup, ils vont le chercher. Guilliman et Sanguinius vont chercher Conrad Curse. Et du coup, ils suivent les cadavres en fait. Parce qu'il n'y a pas d'ultramarine qui se retrouvent sans peau dans des coins sombres. Voilà quoi. Ouais. Ok. Et ils trouvent Conrad Curse dans une espèce un peu de palais, de mini-palais. Église-palais. Voilà. C'est assez stylé comme endroit. Je crois qu'il y avait une animation là-dessus. Il y avait une animation là-dessus, si je me souviens bien. Mais je ne vais pas la mettre là, pour des histoires de copyright. Puis, je me souviens plus exactement de l'animation. Mais elle était extrêmement bien faite. Et justement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont trouver Conrad Curse dans cette espèce de truc un peu chelou, Sanguinius et Guilliman. Et Conrad Curse sera sur le plafond, en fait, collé au plafond pour pas qu'on le voit dans le noir, quoi. Et puis d'un coup, il va tomber sur les deux. Et là, ça va commencer un massacre. Il va exterminer toute la garde rapprochée de Guilliman. Il va 1v2 les Primarchs. Oh putain. Et c'est parce que c'est un balade mental. Puis genre, Sanguinius, il a un petit pouvoir, c'est qu'en gros, il peut voir un peu dans l'avenir. Il peut anticiper tes coups. Et Conrad Curse aussi. Ok. Sauf que Conrad Curse, lui en fait, c'est plus poussé que Sanguinius. Sanguinius voit genre juste le côté un peu bien des gens. Et puis Conrad Curse voit tout en fait. Et genre Conrad Curse, quand il regarde quelqu'un où il lui serre la main comme ça, et genre il voit tout son avenir. Genre comment il va mourir, les trucs qu'il va faire et tout. Et puis tous les chemins du destin possible.
Ok. Qui est assez vénère quand même. Mais du coup, genre, est-ce que du coup il peut voir son propre Mort. futur? Oui, il a vu sa propre mort. Et d'ailleurs, j'en parlais juste un peu plus tard. Enfin, Ok. vers la fin de l'épisode. Quand même, un peu plus tard, vers la fin de l'épisode. Et Ok, du ok. coup, Conrad Kurz va faire son V1 et il va quasi tuer Sanguinius et Gilliman. Et du coup, ces deux vont se téléporter sur le Pharos. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est qu'en gros, sur le Pharos, ils avaient laissé un Iron Warrior, un des Légions Renégates, sauf que lui, il n'était pas renégat. Barbas d'Antioche, qui est ultra stylé. D'ailleurs, un jour, j'aimerais bien faire une petite vidéo sur lui, peut-être de 10 minutes comme ça, qu'on mettra sur la chaîne YouTube. Je vous tease un peu ça. Hein. Peut-être on fera une petite série sur les héros de l'Imperium, un peu comme ça, pour pas que ce soit trop long non plus. À voir, à voir. À voir. On tease des trucs. Ouais, voilà. Et justement, il va téléporter Sanguinius et Guilliman, ce qui va leur sauver la vie sur le Pharos. Et ensuite, ils vont se retéléporter sur Macragge pour retrouver le Night Hunter. Et ils vont recommencer un petit fight. Et là, le Night Hunter va dire à Sanguinius de toute façon, pourquoi tu te bats pour l'empereur J'ai vu comment tu vas mourir. Horus va te tuer de sa main. Enfin, et ça, c'est un des avenirs qu'il a vu. Parce que Sanguinius, lui aussi, voit l'avenir et lui a dit ça, c'est un des avenirs que j'ai vu, que t'as vu. Parce que moi, j'en ai vu un autre. Ok, ouais, attends, là, attends. Donc, en gros, c'est complexe. Il peut voir son propre avenir, et du coup, il a vu un avenir différent que l'autre. Celui de Conrad Curse lui dit. Ok, mais du coup, lequel est vrai? Lequel est vrai? Bon, on va le voir à la fin de l'épisode. Ok. Allez, je sais bien faire ces trucs-là, du genre un peu teaser, tu vois, les trucs. Alors, justement, ils vont faire ce combat, puis après, Sanguinius sera assez mal, parce que Sanguinius est assez empathique, on va dire. Puis il aime bien Conrad Curse, enfin, il voudrait l'aider, quoi. Et oui, il peut voir un avenir parmi tant d'autres, exactement. Sanguinius peut voir qu'un avenir parmi tant d'autres, alors que Conrad Curse peut quasi tous les voir. Sauf que lui, il décide sciemment de choisir le pire possible. Comment ça, il décide? Il peut choisir la destinée des autres? Non, mais celle qu'il voit, en fait, tu vois, il voit les actions qu'il fait, lui, dans le futur, celles qui pourront impacter les trucs, et il choisit toujours le pire chemin possible. Ah, il voit les pires chemins possibles, c'est ça? Voilà, à peu près. Ok, Il ok. voit aussi les bons, mais il choisit lui-même, sciemment, de regarder que le pire possible. Ok. Voilà. Ouais, voilà, il est tardement pessimiste. Il est pessimiste, il est nostalgique, il est dépressif, le gars, c'est le fond du fond. Et justement, il va dire ça à Sanguinius qui va largement le déstabiliser. Parce que Sanguinius, tu vois, c'est un peu le gars, tu vois, un peu joyeux et tout. En mode, ouais, c'est mon frère et tout. L'autre en mode, tu vas crever. Mais d'abord, je vais te tuer. du coup, ouais, assez sombre quand même. Bon. Après, le Night Hunter va partir et il va se faire assassiner par un assassin. Je vais vous expliquer ça un peu. En gros, il avait vu dans le futur, depuis tout petit, qu'il savait qu'il allait se faire assassiner par un assassin. Et en gros, pour prouver aux autres qui voyaient le futur, parce que personne ne le croyait, même l'empereur, il s'est laissé se faire tuer par l'assassin. Ok. Alors je vais vous expliquer un peu. Pour avoir raison, c'est quand même extrême. Hein. Alors, c'est dans le livre Primark, et en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir l'assassin arriver, il va se tourner vers elle, pardon, c'était une femme, et il va lui dire je sais que t'es là pour me tuer, je sais qui c'est qui t'a envoyé, comment tu vas faire, alors vas-y, fais-le vite, parce que si je change d'avis, je te tue maintenant. Ok. Ok, tu vois le genre de gars. C'est un peu badass, c'est un peu badass, mais très con à la fois. Mais en fait, c'est parce qu'il est un peu bipolaire. Puis je pense en fait, il voulait crever. Il est suicidaire. Hein. Il a déjà essayé de se suicider. Mais pour un Primark, c'est compliqué de se suicider avec du poison, tu vois. Ouais, mais une balle de bolter dans la tête. Même une balle de bolter. Ah, peut-être que ça peut, mais je pense lui, il est trop théâtral pour ça. Okay. Trop sale pour lui. Et puis il voulait montrer qu'il avait raison à tout le monde. Parce qu'il a dit à tout le monde qu'il allait se faire tuer par un assassin. Et genre, je suis sûr qu'au moment où le gars est mort, genre, sa dernière pensée était en mode ah, j'ai raison. Bande de nul. Alors, après ça, ils vont
Gilliman, le Lion, L. Johnson et Sanguinius aller sur Terra. Alors ils vont arriver dans le système solaire, vu qu'il s'appelle Solar, mais que Sanguinius va y arriver. Lion, L. Johnson n'y arrivera pas, et Gilliman non plus. Et du coup, là, Gilliman a quand même une grosse légion, hein, ça pourrait vraiment faire la différence. Et du coup, la bataille pour le système solaire commence. Voilà ce qui va se passer. Alors, Rogaldorn, je vais mettre d'ailleurs une petite photo de lui. Moi, je l'aime bien, Rogaldorn. Il est assez un peu un mème quand même. Même dans les livres, il est assez drôle en vrai. Parce que le gars est ultra froid. Genre, c'est une brique. Il a pas de sentiments. Du coup, il est assez drôle quand même à écouter, à lire. Il a. Comment dire ça? Genre, tu vois, genre, les gens sont en mode ouais, c'est la merde. Il est tout en train de s'effondrer. Puis il est en mode si les murs doivent tenir, ils tiendront. Ok, stylé, stylé. Et en vrai, c'est stylé, mais il est ultra froid. Ok. Alors, je vais mettre une petite photo de lui. Ici. Voilà. Hop, attends, je vais le rétrécir un peu. Il est un peu grand, ce petit bonhomme. Hein. Ce grand bonhomme. Voilà. Ah, il y a plusieurs représentations de lui. Moi, je pense qu'une, c'est pas mal. Peut-être qu'il a peut-être un peu plus une barbe, quand même. En tout cas, il est très. En tout cas, il est représenté vraiment comme un héros et tout. Hein. Ouais, ouais. Bah, c'est clair. Et en gros, sur Pluton, il va tuer Alpharius dans un combat de malade. Et ça va être ultra stylé. Alors, je vous explique un peu le combat très vite fait. En gros, Alpharius avait pris en tête de saboter les défenses de Terra. Et du coup, pour le faire, bah, ouais, il envoie un peu ses agents et tout. Et en gros, Rogaldon va le choper. Et ils vont faire un combat en 1v1 ultra stylé. Alors là, c'est un des combats les plus stylés que j'ai vu. Alors, c'est sur Pluton, non? Oui, sur Pluton, exactement. Ok. Mais du coup, Pluton est. Genre. C'est habitable. Ouais. Enfin, Ok. non, c'est pas habitable, mais c'est. Tu vois, c'est Imperium, ils ont leur gros bâtiment. Ou dedans, ils ont leur propre atmosphère. Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est que. Ils vont faire leur combat et Rogaldon va le tuer. Va tuer Alpharius. Alors, ça fait un peu bizarre de dire comme ça, mais pour moi, ils veulent le tuer comme ça, ici. Parce que Alpharius est en mode combat V1, coup de. Vu que lui, il a une lance. Hein. Alpharius a une lance. Et il, avec sa lance, et Rogaldon avec son épée tronçonneuse. Et du coup, il a l'avantage d'Alpharius. Alpharius est meilleur escrimeur que Rogaldon. Sauf que Rogaldon est le plus grand. Et plus grand que Alpharius en taille. Et beaucoup plus fort. Ce qu'il va faire, du coup, Rogaldon, il va juste prendre son élan. Et il va foncer dans Alpharius. Il va lui mettre un gros tacle. Et du coup, il va juste tomber au sol parce qu'il va lui couper la tête tranquillement. Ok. Voilà, à peu près le combat. Expliqué très vite fait. Alors, on va continuer, on va accélérer encore un peu. Alors, voilà, maintenant c'est là que ça va. La partie un peu tricky, dont on ne parle pas trop. Et qui est très peu connue quand même des personnes qui connaissent un peu le lore Warhammer. C'est la création des Grey Knights et de l'Inquisition. Alors, je vais commencer par vous parler de l'Inquisition. De l'Inquisition, ok. Oh, non, on va peut-être commencer par les Grey Knights, en fait, t'as raison. Les Grey Knights sont peut-être un peu plus. J'essaie de prendre une photo. Voilà. Ok, elle est. Ah non, ça va. Donc, les Grey Knights sont des Psykers Space Marine. C'est Voilà. ça, non? Voilà, exactement. Leur primac, d'ailleurs, c'est l'empereur. Oui, alors leur primarque est l'empereur, exactement. Ils ont du sang de l'empereur. Pas comme les Custodes, mais ils ont du sang de l'empereur quand même. Ok. Alors, oui, c'est un peu l'équivalent de leur primarque, je dirais. Alors, t'aurais pas une meilleure photo, peut-être? Ouais. Parce que vraiment, c'est très pixelisé sur le live. Je vais trouver ça. Hop. Donc, alors, si je m'en rappelle bien, c'est des chasseurs de démons, en fait, c'est ça? Exactement. Ok, ok. Alors, j'essaie de reprendre la même image, je mets en meilleure qualité. Alors, hop, hop. Oula, ouais. Voilà, quand on apprend 8K.
bonne chance pour retrouver le bout de l'image. Tu veux que je cherche une image et que je envoie en privé? Non, c'est bon, je... Alors, ok. Pour continuer de parler de ça, alors, les Grey Knights vont être créés par Malcador sur Titan. Alors, ce qui va se passer, je vous explique un peu, la lune de Titan, hein, la même qu'on connaît nous en science dans notre monde. Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est que Malcador va prendre 7 Space Marines qui étaient renégats. Enfin, qui venaient de Légion Renégate, mais qui n'ont pas trahi eux, qui étaient sur Terra et qui n'avaient rien à faire un peu. Et puis il va leur dire bon, j'ai une mission pour vous, vous allez devenir des Grey Knights. Du coup, ils vont se retrouver sur Titan, où il y aura, je crois, c'était 10 000 recrues dans le lore, où il y aura 10 000 recrues Grey Knight. Et du coup, ce qu'il va faire, Malcador, c'est qu'il va prendre la planète et l'envoyer dans le warp. Attends, mais comment il fait ça? Genre, par quelle magie noire il peut faire ça? Quand je te disais que Malcador, c'est le second plus grand psyker de l'univers, troisième, c'est Magnus. C'est pas une blague, c'est vraiment le gars à côté de Magnus. Magnus, c'est un gamin à côté de lui. Malcador, c'est Malcador. Mais du coup, est-ce qu'il dématérialise la planète pour pouvoir l'envoyer dans le warp? Ouais, exactement. Ok, bah du premier coup, je suis fier de moi. Bravo. Et en gros, ensuite, après avoir fait ça, déjà ils vont passer dans le warp. Après, il va réussir à la ressortir. Hein. Il va ressortir la planète du warp, hein, quand même. S'il est laissé dedans, ils n'avaient pas passé un bon moment. Cette image est vraiment immense, dis donc. Là, c'est de la 8K immense, impossible à réfléchir. tu veux pas qu'on en prenne une autre? Je vais arriver, j'ai la volonté là. Au pire, prends les figurines, genre c'est stylé. Il n'y a pas beaucoup de figurines d'ailleurs. Petit aparté tabletop, il n'y a pas beaucoup de figurines des Grey Knights. Hein. Alors moi, je connais quelqu'un qui joue Grey Knight. Et vraiment, c'est un mec qu'on avait croisé au magasin, au workshop, je sais plus quand. Et ben vraiment, ces figurines, elles sont vraiment méga belles. Je trouve vraiment de tout le jeu Warhammer 40 000, je pense, enfin en tout cas ça c'est mon avis, ils font partie des plus belles figurines. Ah oui, ok, en fait c'est la même image mais carrément. Ah oui, ok, donc ça vraiment, c'était vraiment de ouf the way. Voilà, j'ai passé 10 minutes à essayer de la rétrécir. Alors, oui, c'est vrai qu'ils sont stylés, mais par contre je pense que ça va être un peu galère pour refermer, non pardon, pour refermer. Oula. Pour les assembler. Oui. Je pense que alors, j'en ai aucune idée. Pas forcément pour les assembler, mais la peinture aussi. La peinture doit être. Ah ouais, mais après, ils sont tout blancs. La peinture, ouais, mais après la peinture, c'est sur toutes les figurines, c'est horrible. Ouais, mais bon, après, alors petite info, moi je suis un joueur AdMech. Du coup, en vrai, ça va. En vrai, c'est beaucoup de rouge, ça va. Mais par contre, le blanc, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, le blanc est le pire à peindre. Parce que le blanc, genre, t'es jamais sûr comment bien le faire sortir. Ouais, c'est soit tu fais gris, enfin gris-blanc, soit sinon c'est trop blanc. Voilà, enfin, c'est compliqué, vraiment. Voilà, du coup, tu passes genre 3 heures à peindre tes trucs. Et en plus, tu vois pas forcément, vu que c'est blanc, tu vois pas forcément les toutes petites nuances et tout. Exactement, ouais. C'est assez chiant, ouais. En vrai, s'il y a quelqu'un ici veut commencer le tabletop, un conseil de commencer pas avec des figurines blanches. Sinon, vous allez souffrir. Bah, au pire, en vrai, tu sais, moi, je joue à Astra Militarum. La moitié de mon armée n'est pas peinte parce que ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que c'est peut-être une technique. Ouais, genre tu les peins petit à petit, mais tu peux quand même jouer sans les avoir peints. Je connais des gens qui jouent de ouf sans peindre leurs figurines. Enfin, je connais des gens, j'ai vu des gens en tout cas. Oui. Après, je pense pas que ce soit forcément le meilleur truc, honnêtement, de mon avis personnel. Après chacun son avis. Après, si ton but c'est juste de jouer, après si t'aimes bien un custom et tout, c'est grave cool de les peindre, de rajouter ta petite touche perso et tout. Ouais, exactement. Bon, on a fait une petite aparté, mais en gros, si jamais, après, Titan ressortira du Warp 10 ans après les Résidorus, avec tous les Grey Knights prêts à combattre. Ok. Alors voilà, un peu près pour les Grey Knights. Et puis pour l'Inquisition, alors, je vais vous mettre une petite photo d'Inquisiteur. Alors, l'Inquisition est un peu un mème. Un peu plus qu'un mème. Mais c'est pas qu'un mème. L'Inquisition, c'est pas des Astartes, c'est pas des Space Marines. Non.
Il n'y a pas de Space Marine. Et est-ce que c'est des humains normaux ou c'est des humains un peu... Ok, donc ils sont pas... comment dire? Il y a beaucoup. Il y a quelques-uns des inquisiteurs qui sont des psychers ultra violents, des psychers alpha, du coup le maximum. Ça arrive que ce soit des inquisiteurs, vu que ça leur donne un peu un avantage quand même en combat. Mais sinon, non. Sinon, en général, c'est des humains normaux. D'ailleurs, j'ai une petite photo là, très belle. Hop, je vais l'agrandir un peu. Je crois pas qu'il y ait de figurines de l'Inquisition. Non, bah, en général, ils combattent pas en fait. En général, ce sont des. Enfin, ils combattent, mais en civil. Dans les ruches comme ça. Alors là, je suis sur le site et il y a une rubrique Inquisition avec 11 figurines apparemment. Ah bon? Si le site veut bien charger. Peut-être c'est des troupes de choc de l'Inquisition, c'est tout à fait possible. Ouais, peut-être. Ouais. Bah, redis-moi pendant que ça charge. Ouais. Alors ouais, je suis dessus. Et ouais, c'est genre... Ouais, il y a des Templiers que tu peux déjà avoir dans l'Astra Militarum, mais après, c'est quelques mecs, genre des héros un peu, voilà. Ah, ok, ouais. Ah, ok, ouais. Genre Eisenhorn comme ça. Ouais, bah voilà, Eisenhorn, Inquisiteur Greyfax. Après, t'as des seigneurs de guerre. T'as Inquisiteur Koteaz. Ah oui, ouais, oui, je pense que c'est comme ça. Karamazov. Ouais, en fait, t'as que ça, en fait. Ouais. Ok, t'as ouais, même un singe. What the fuck. Ok. Alors, il va amener 2 personnes, Malcador, devant l'empereur. 2 ou 4, je crois que c'est 2. Alors, il va amener 2 personnes devant l'empereur, puis il va leur dire, vu que l'empereur sait qu'il va perdre, si jamais. Il sait qu'il va pas survivre. Parce que l'empereur voit le futur. Alors, voilà, il est un peu cheaté quand même. Et puis il va dire, Malcador va lui dire, regarde, c'est ça le futur de l'Imperium. Et c'est à ce moment-là que ces 2 inquisiteurs, d'ailleurs, on ne connaît pas leur nom. Et l'empereur va leur donner tous les pouvoirs. Quoi? Ah bon? Oui, c'est pour ça que l'Inquisition a tous les pouvoirs. Ah, ok, tous les pouvoirs politiques. Tout, militaire, politique, ils ont tous les pouvoirs. S'ils veulent, ils peuvent réquisitionner toute une armée d'un secteur s'ils ont envie. Ok. Et après, en gros, dans l'ordre, ça me paraît logique. Ouais. Bah, et puis c'est vraiment comme ça, dans tous les livres où on parle d'inquisition, comme ça, vraiment l'inquisiteur arrive, il est en mode ça je réquisitionne, ça je prends, cette planète-là, extermine à tous. Ok, et il repart. Ouais, c'est assert de dominance. Voilà, exactement. Parce que l'inquisiteur a littéralement le pouvoir de. Déjà, en fait, il leur a donné ce pouvoir pour une simple raison, parce que le rôle de l'inquisition est de protéger l'humanité des dangers intérieurs, on va dire. Parce que je vous rappelle une petite chose, mais l'empereur voulait pas que les humains connaissent les choses du chaos. Voulait pas qu'ils connaissent rien du chaos. Du coup, l'inquisition, leur boulot, est d'empêcher les humains de connaître le chaos. En gros, leur job premier. Ok. Et de protéger l'humanité. Mais est-ce que du coup, n'importe qui peut s'engager dans l'Inquisition? Non. Alors, ok, ouais. Parler très vite fait de l'Inquisition. Là, je pense même qu'il y a moyen de faire plusieurs épisodes sur l'Inquisition, tellement c'est un truc de malade. Ok. Mais, en gros, pour être recruté inquisiteur, il faut qu'il y ait un inquisiteur qui vous remarque et qui décide de vous prendre sous son aile. Et quand il mourra, vous pourrez devenir inquisiteur à votre tour. À peu près. Mais il est possible qu'il vous fasse devenir inquisiteur avant qu'il meure. Ok. Voilà à peu près comment on devient inquisiteur. Voilà à peu près le job d'inquisition. Puis c'est assez important de savoir qu'ils ont été créés à ce moment-là. Parce que souvent les gens disent un peu en mode c'est les hauts seigneurs de Terra qui ont créé l'inquisition pour qu'ils fassent leur affaire. Puis en mode ouais, c'est pas l'empereur qui a décidé ça. Alors que en fait, non, c'est vraiment l'empereur et Malcador qui ont décidé ça. Ok. Du coup, vu que l'acquisition, ils disent tout le temps nous sommes la main gauche de l'empereur et la main droite, c'est les Astartes. Et ils disent toujours nous sommes la main gauche de l'empereur, la main cachée. Et nous tuons l'hérétique, le Xénos et le démon dans l'ombre pendant que l'Astartes combat à la lumière, quoi. Voilà un peu leur credo, quoi. C'est Bresson. C'est Bresson, c'est stylé. Hein. Alors, mais ouais, c'est stylé. C'est vrai que c'est extrêmement stylé. Ensuite, nous avons quasi fini notre épisode. Et nous allons parler de la prise de Mars. Alors,
Horus va prendre Mars. Et enfin, Horus va prendre Mars. C'est le fabricateur général. Quel Boral. Du coup, le fabricateur général, c'est le chef de l'Adeptus Mechanicus. Alors, je vais vous montrer ça. Quel Boral. En bref, je crois qu'il y a même une photo dans le lore de lui. Ah oui, il a une sale gueule quand même. Je vais vous mettre ça tout de suite. Est-ce qu'il y a une figurine de lui, peut-être? Non, je crois pas. Peut-être qu'il y a des customs. Il y a des figurines custom de lui, mais pas des officiels. Mais Il y a pas beaucoup des de officiels. figurines custom. Ouais, Hop, ouais. des photos de lui. Alors, hop, je vais peut-être la réduire légèrement. Alors, le voilà. Ah, c'est celui que tu. Ah non, c'est pas ta pépé. Non, c'est pas un PP. Heureusement. Ok. Je suis pas un hérétique, moi. Ah, c'est un hérétique. Ah, ok, excuse-moi. Bon, après, entre nous, en tant que membre non, de tu l'ADMEC, ne penches pas vers l'hérésie. on se ressemble un peu entre Dark Mechanicum et Adeptus Mechanicus. Mechanicum. Mécaniquement, on n'est pas loin. Juste que le Dark Mechanicum préfère mettre des pénis sur les robots et nous on préfère leur mettre des lance-flammes. Chacun son délire après. C'est des petites. Enfin, l'hérésie, c'est des petites. Des petits Voilà, détails comme ça. Ça change tout. Parce que, comme je vous ai dit, un pénis sur un robot, c'est différent. Voilà. Alors, oula, petite digression, mais importante. Alors, le fabricateur général va se retourner contre Terra. Et il va être en mode l'empereur, c'est pas l'Omni-Messie, bande de moteurs, hérétèque. Voilà, à peu près ce qu'il a dit en gros. Comment ça? Genre, il a tilt les. Voilà, il a dit que l'Imperium c'était des hérétèques. Parce qu'eux ils disent pas hérétique, hérétèque. En gros, il a dit l'Imperium c'est des hérétèques, ils nous ont menti, ils disaient que c'était l'Omni-Messie, mais en fait, c'est pas du tout l'Omni-Messie. Ok. Et du coup, genre, les trois quarts du Mechanicum étaient en mode ah bah oui, c'est vrai. Allez, on se retourne tous contre l'empereur. Du coup, trois quarts, quand même, ça fait beaucoup de. Justement, c'est pour ça que c'était un gros bordel. Et que du coup, ils ont dû. Les Mechanicum a été déclaré hérétique. Et puis, ils ont créé l'Adeptus Mechanicus, l'ADMEC, ce que je joue actuellement, qui est la nouvelle branche du Mechanicum, en fait, qui est devenue l'Adeptus Mechanicus, qui sont, eux, loyaux à l'empereur. Ok. Encore Voilà. heureux. Hein. Parce que si je faisais une chaîne de podcast avec un hérétique. Oh là là. Quelle héréticophobie. Mais est-ce que du coup, aujourd'hui, l'Adeptus Mechanicus a un lien étroit avec les hérétiques ou ça a complètement été purgé? Enfin, purgé entre guillemets. Belisarius Call et certains le qualifieraient d'hérétique, d'autres non. En gros, c'est un peu compliqué avec le Mechanicum, dire si quelqu'un est un hérétique ou pas. Parce que, à moins qu'ils disent qu'ils suivent le Mechanicum, tu vois, la recherche, c'est pas forcément une hérésie. Mais suivant ce qu'ils trouvent, là, ça devient une hérésie. Ok. Du coup, le gars, c'est souvent arrivé d'ailleurs, que ce soit des magos, du coup, un rang assez élevé dans le Mechanicus, ce soit des magos, des chercheurs, c'est aussi des chercheurs, les magos. Par exemple, ils découvrent une technologie, puis ils sont en mode waouh, c'est super et tout, ils vont la présenter au Mechanicus, pardon, des mecs, Mechanicum, c'est des hérétiques. Puis genre, le fabricateur général ou un archimagos ou comme ça, il est en mode ça l'est hérétique, puis il le brûle sur place. Genre alors que le gars avait des bonnes intentions, mais bon, ça arrive souvent. Ok. Alors, ensuite, on va parler de la rencontre de la matriarche. De la matriarche, pardon. Alors, je suis pas sûr s'il y a une photo sur Google. On va aller voir ça. Alors, matriarche, donc mère des primarques. Exactement. Et du coup, en soi, les primarques sont réellement, enfin, des fils de l'empereur, mais Voilà. comment dire? Non, parce qu'on en avait un peu parlé la semaine dernière, genre, on avait dit que c'était ses fils, mais pas trop. Pas trop. Voilà. Mais du coup, s'il y a une mère, du coup, il y a le père. Bah, du coup, en fait, c'est ses fils. Comment dire Non, en fait, c'est qu'il avait besoin. L'empereur avait besoin. Comment dire ça pardon, d'ovules pour créer les primarques. Du coup, il les a pris de elle, qui était une perpétuelle. La matriarche était une perpétuelle. Ok, j'ai compris. En fait, il les a clonés
À partir. Voilà. Ok. Exactement. Ok, je vois un peu le concept. Ok. Alors, malheureusement, il n'y a pas de photo de la matriarche. Ce qui m'étonne pas, parce qu'ils font pas des. Ils font très petite description physique d'elle, du coup, c'est assez galère à dessiner, je pense. Ouais, ils en parlent 5 minutes, j'imagine. Voilà, ils en parlent 5 minutes, mais ils en parlent à la fin du livre. Et bien justement, c'est ça qui en fait toute l'importance. C'est que la matriarche, étant donné que c'est la mère des Primarques, Horus va aller la trouver lui-même. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui va arriver d'extrêmement important. Ah d'ailleurs, la matriarche vient d'un culte génétique de Luna. Et en gros, c'est elle qui a permis aussi de créer les Astartes par ses connaissances, pas que par ses ovules. Ok. Mais bon, voilà, du coup, je vais peut-être poser une question débile vu ce que tu viens de me raconter, mais est-ce qu'elle est toujours vivante? Dans le livre, ils nous disent pas. Honnêtement, je pense qu'elle est morte, de mon point de vue. Ok. Mais c'est possible que non. Et ça pourrait être un très beau plot twist. Qu'elle revienne à un moment. Ouais, exactement. Ok. Alors, malheureusement, j'ai pas de photo. J'ai pas de photo d'elle. Alors, je vais peut-être vous mettre une petite photo de Luna avec des Sons of Horus dessus. Pour un petit gage de patience. Malheureusement. Pour changer un petit peu. Voilà. Alors, hop, je vous la mets. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il allait la trouver, Horus. Puis il est arrivé, puis tu vois, la matriarche était dans son truc. D'ailleurs, elle est très vénère contre l'empereur. Elle est pas du tout contente. Parce que l'empereur était en mode, ouais, passe tes ovules, passe tes connaissances. Vas-y, on va se faire une petite armée. Sauf que lui, il était en mode, ouais, on ferait une armée, tu vois, pour aider les gens. Sauf que, vous savez, évidemment, parole d'hérétique, ce n'est pas mes paroles. que l'empereur est un peu un tyran, quand même. Faut le noter. Okay. Enfin, elle faut noter. C'est des paroles d'hérétique. Voilà, si vous le notez, vous allez brûler. Et du coup, elle n'était pas du tout d'accord avec ça. Du coup, elle s'est cassée sur Luna pour retourner avec son culte. Mais l'empereur sait qu'elle est là-bas, puis elle lui a dit qu'elle fera pas de merde. Il s'en fout. Mais c'est elle qui a envoyé les Primarques sur les autres planètes. Hein. Ok. Si jamais. Ah, donc c'est elle qui a choisi où allait chaque Primarque. Voilà, sur chaque planète. Non, en fait, elle les a juste envoyés dans le warp. C'est elle qui l'a fait. Attends. Bah, tu sais, je me suis dit, ah ok, donc il y a peut-être. Genre, elle les a envoyés à des endroits stratégiques. Non, elle était juste vénère contre l'empereur. Donc, elle les a envoyés. Bon, legit, I guess. Alors, un peu vénère quand même, comme Daron. Hein. Oui. Alors, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Horus allait vers elle. D'ailleurs, il l'a trouvée. Hein. Du coup, déjà, il a dû galérer pour la trouver. Hein. Parce que l'empereur aime bien cacher les choses, évidemment. Du coup, il a débarqué là-bas, puis il arrive avec ses Luna Wolves. C'est Sons of Horus, pardon. Ils ont changé de nom, j'arrive jamais à m'y faire. Il arrive là-bas, puis il est en mode « Salut maman !» Et il lui laisse pas trop le temps de parler. Il lui dit « Écoute, je suis vénère contre l'empereur, tu viens avec moi ?» Ok. Elle a juste dit « Ok. » C'est tout. Et non, et ce qu'elle lui a permis de faire, elle lui a expliqué comment faire des Astartes. Oui, ok, ça c'est plus intéressant. C'est pour ça, et ça nous explique une chose très importante. C'est pour cela qu'il y a toujours des Astartes du chaos. Parce que même après la bataille de Terra, il doit peut-être rester 120 000 Astartes du chaos, en tout, toutes les gens confondus, qui ont fini dans le warp. Et en 10 000 ans, ils seraient tous morts. Ouais. Ah bah oui. Bah ouais. C'est ça le vrai truc. C'est que ils ont, à cause d'elle, déjà c'est à cause d'elle que les Primarques ont été envoyés du monde, sur d'autres mondes. Du coup, on peut même dire que c'est de sa faute qu'il y a eu les résidus russes. Et en plus, à cause d'elle, elle fout encore le bordel pour 10 000 ans. Je pense que l'empereur a dû amèrement regretter de ne pas lui avoir tranché la gorge. Parce qu'elle a foutu un bordel intersidéral. Galactique, elle est le moment. Mais est-ce que du coup, sans elle, enfin du coup, si l'empereur, imaginons, l'empereur l'ait tué, et du coup, elle a pas pu faire elle a pas pu donner le truc pour faire pour refaire des Space Marines. Bah alors, les résidus russes auraient continué, ça aurait pas changé, mais
Après ça, une fois que les 120 000 Astartes seraient morts, bah, il n'y aurait plus personne. En fait, il y aurait juste 2-3 démons, mais les démons font pas grand chose, honnêtement. Les démons semblent violents parce que les gars ils tombent toujours contre des gars de l'Astra Militarum. Mais Ouais. un démon contre 5 Astartes, il fait pas long feu. Hein. Oh, ouais, mais on a un contre un. Est-ce que c'est On a un armes contrat, il égales ou... gagne. Je pense qu'il gagne, mais peut-être pas forcément. C'est possible qu'il gagne l'Astartes aussi. C'est suivant la puissance du démon. Mais pour les plus forts, ouais, il faudrait peut-être 5 Astartes. 5, 6, Ok. plus avec les Grey Knights qu'a fait Malcador, c'est le massacre. Ah bah oui, forcément, avec les Voilà. Grey Knights, c'est full psyker, Voilà. anti-démon. Ouais, exactement. Du Ok, coup, ok. Ouais, du coup, elle a bien foutu la merde dans l'Imperium et encore pendant des milliers d'années. exactement. Là, c'est un niveau de merde incroyable. Et du coup, euh, on va arriver à la fin de notre épisode. Et on va parler de la bataille de Terra. Et, et le combat entre Horus et l'Empereur. Alors, je vais passer un peu vite sur la bataille de Terra, parce qu'honnêtement, si vous lisez pas les livres, ça va être compliqué à expliquer. Alors, il y a combien de tomes pour la bataille de Terra? Là, j'en suis au 5e. Et Ok, je pense et il qu'il y y en en aura a encore un combien en tout? 6e. Ok, ah, il y en a 6. Non, il y en a 5. Le 5e vient de sortir il y a genre un mois. Et il est pas encore traduit en français. Du coup, moi, je le lis en Ouais, anglais. Mais ouais. normalement, 6 ou 7, je pense. Ok, donc, D'estimation. en gros, une bataille d'il y a 10 000 ans n'a pas encore été finie Voilà, loristiquement parlant. exactement. Mais c'est beaucoup de petits détails. Mais en gros, si je vous explique très rapidement, Rogaldor est sur Terra, le camp est sur Terra, Jekataikan, le primarque des White Scars, Sanguinus est sur Terra, et c'est tout, je crois. Oui, il n'y a personne d'autre. Et puis Ok, l'empereur, évidemment, Constantin Valdor. Pas abuser. ouais, forcément. Et justement, ce qui va se passer, c'est que, bah, évidemment, il y aura la grosse bataille et tout, ce sera le gros bordel. Et euh, le palais va être à ça de craquer. Et, vraiment, à un petit poil de craquer et qui meurt tous. Parce que en gros, la bataille, ce sera évidemment un bombardement orbital tout le temps. En face, j'ai pas précisé, mais en face, il y a Perturabo, primarque des Iron Warriors, Horus, primarque des Sons of Horus, maître de guerre, euh, Fulgrim, Mortarion, Mortarion est là aussi, Hmm. primarque des. Il est le primarque de la Death Guard, pardon. J'ai un petit blanc. Mortarion de Sguard, ok, Mortarion. ouais. Voilà. Voilà, du coup, il y a c'est tous les primarques traîtres, et puis en face d'eux, il y a que oui, 3 primarques loyalistes. Du coup, ouais, c'est pas ouf. Comme balancer des pouvoirs. Alors évidemment, les autres, ils balancent des soldats à l'infini, les forces du chaos, parce qu'ils en ont plein. Ils les balancent comme ça, à la suite contre les murs, jusqu'à ce que ça cède. Ils ont des légions de titans, c'est un bordel pas possible. Ils ont le Ah, ils ont des mécanical avec légions de eux. titans. Bah oui, parce Ah que le bah mécanical oui, est forcément. avec eux. Ok. Et du coup, Terra se retrouve avec genre une légion de titans, ce qui est pas ouf. Alors, une seule légion seulement? Une seule légion de titans. Et puis une maison de chevaliers, je crois. Si je me souviens bien. Mais... Bon, c'est chaud quand même. C'est chaud. Mais bon, ils sont vénères, la Légion de Titans. Ils sont extrêmement vénères. D'ailleurs, on peut voir un petit titan en face, d'ailleurs, sur l'image que j'ai mis. Ouais, juste derrière. Enfin, là, c'est quand même un petit, hein. Un petit titan. Ça, c'est Puisque, un petit. ça, c'est... C'est un mini titan, on va dire. Un Ouais, titan c'est un bébé. petit, C'est hein. un Warlord. C'est un petit. Mais plus sérieusement, ça c'est une Ouais. taille, ça c'est une taille plus. C'est pas un titan normal, non? Non, ça veut dire. Même pas, il est même pas si grand. Hein. Ah ouais? Si je te Ok, montre un titan classe Imperator, c'est le plus gros possible. Alors, ouais, nuance à apporter avant, dans le lore, il était dit qu'il faisait 180 mètres de haut. ok, Entre 180 et 180. 220. 180, 180 pour français. Ouais, 180, entre 180 et 220 ok. mètres de haut. Ce qui est la taille d'une petite montagne, hein, quand même. 220 mètres de haut, n'empêche, c'est grand. Bah, c'est plus grand que Ah mince, comment elle s'appelle cette tour à Dubaï? Ah non, le Burj Khalifa fait 800 mètres. Fait 800. Oh putain.
Ouais, c'est vraiment immense. Mais 220 mètres, il met. Oh, l'Emperor Building à New York fait 180 mètres. Pour vous donner les tailles. Et le truc surplombe New York quasi. Il est vraiment immense. Alors imaginez ça qui marche vers vous avec des gros canons. Et là, sur l'image, il y a quand même un canon plasma. Hein. Ouais. Donc ça, un canon plasma, bah, par exemple, le vaisseau qui est juste au-dessus de lui, je pense que le canon plasma pourrait le réduire. Ouais, il le réduit ouais, peut-être pas, mais genre, en tout cas, il le détruit, ça c'est sûr. Et il le détruit, ça c'est sûr. Alors, ce qui s'est passé, on va direct passer au final de la Résidorus. C'est le grand moment. Un peu de teasing. Je prends ma meilleure voix. Parce que ça va être très important. On se rapproche un peu du micro. Alors, ce qui s'est passé, l'empereur voit une ouverture entre les boucliers du vaisseau d'Horus, le Vengeful Spirit. Il va se téléporter dessus avec lui, l'empereur, Sanguinus et Rogaldorn. Ils vont les trois arriver sur le vaisseau, mais éparpillés. Enfin, Sanguinus et l'empereur sont ensemble et Rogaldorn est à l'autre bout du vaisseau et commence à exterminer tout le monde pour se rendre à l'autre bout du vaisseau parce qu'il est très énervé, Rogaldorn, quoi. Et ce qui va se passer, Sanguinus et l'empereur vont arriver dans la salle du trône d'Horus. Alors là, malheureusement, le livre n'est pas encore arrivé à ce point, mais on connaît le lore général. Alors malheureusement, il n'y a pas de petits dialogues très stylés, je vous laisse l'imaginer. Je pourrais vous en faire un d'ailleurs. Mais honnêtement, ma pensée serait que Horus commence un peu en façon un peu énervée, avec beaucoup de haine à dire à son père, enfin à l'empereur, t'es qu'un père médiocre, voilà. T'as trahi l'humanité, t'as trahi le vœu que t'as fait à l'humanité, des trucs du genre, quoi. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que Sanguinus va commencer à combattre avant l'empereur contre Horus, parce que l'empereur était quand même pas trop chaud de tuer son fils, alors que Sanguinus avait clairement la rage. Et il se jette sur Horus. Les deux se battent, Sanguinus blesse Horus, Horus tue Sanguinus. Ok. Du coup, Sanguinus est mort. Tous les Blood Angels, les fils de Sanguinus, pètent un câble. Ils succombent à la rage noire. C'est une maladie qu'ils ont génétique qui leur fait se transformer un peu en vampire, quoi. Ils commencent à massacrer tout le monde puis à boire leur sang, quoi. Et du coup, tous ses fils succombent à ça. Et ils commencent à massacrer tout le monde, à tirer sur tout le monde, voilà. Bon, le massacre, ouais. Et là, l'empereur est sous le choc. Parce qu'il faut savoir que, en gros, une théorie personnelle, mais je pense qu'il est très peu probable que ça arrive, c'est que l'empereur est donné dans chaque primarque, il a donné dans chaque primarque une partie de lui-même. Ouais. Et quand un primarque meurt, cette partie revient à lui. C'est comme un dieu, du coup, c'est tout à fait possible, comme les autres dieux qui séparent des parties de lui. Ah oui, oui. Enfin, ce que tu veux dire, c'est que les Astartes ont une partie de leur primarque. Oui, il a une partie génétique, mais là, c'est pas génétique. Une partie. Comme je disais, l'empereur, c'est un des plus puissants psykers de la galaxie. Puis c'est aussi un dieu du warp. C'est un mini-dieu du warp. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, il lui donné un peu une partie de son âme au primarque. Ouais. Pour qu'il soit aussi puissant. Puis du coup, je pense qu'il a donné à Sanguinus son empathie. Parce que Sanguinus est très empathique. Et du coup, quand Sanguinus est mort, c'est revenu à lui, cette partie-là. Ce qui déjà l'a laissé un peu hébété. Et puis ensuite, avec cette empathie qu'il a eu d'un coup, ça l'a fait hésiter avant de tuer Horus. Voilà ma théorie personnelle. C'est pour ça qu'il a hésité un petit coup. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et ce qui va se passer, c'est que ce petit moment d'hésitation, Horus va commencer à faire un espèce de truc chelou avec le warp et envoyer une espèce de... Comment dire ça? Lance... pardon, lance, c'est peut-être le mauvais mot. Lance de warp dans la tête de l'empereur. Mais pas qu'il tire lui-même. Il va jeter une lance warp dans la tête de l'empereur. Espèce de sort chelou, truc très violent. Dans l'empereur, sur l'empereur, pour qu'il meure. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'un garde impérial va se jeter devant. Mais quel héros! Alors, mais quel héros! Ce garde impérial s'appelait Ollianus Pius. Et ceux qui sont familiers avec le lore de 30 000 le connaissent. Ceux qui ne sont pas familiers avec, on fera une vidéo sur YouTube pour lui. Parce que cet homme mérite sa vidéo à lui. Et c'est vraiment une légende. Là, en 2 épisodes, on doit faire une dizaine d'autres épisodes que tu as teasés. Oui.
Et ça va continuer comme ça va être exponentiel. À la fin, on arrivera, on aura 1500 épisodes à faire. C'est pas grave, on les fera tous. On a la volonté. Alors, là, l'empereur, déjà, il va être en mode merci, la garde impériale, parce que déjà, c'est Custodes qui l'ont protégé, ce qu'il a. Ouais, c'est un petit péon de merde. Voilà. Et l'empereur, évidemment, va sortir son épée et va partir en fight contre Horus. Sauf que, comparé à Horus, l'empereur n'utilise pas de warp pour se battre. Pas de trucs chelous du warp et tout. Il se combat en V1 loyal. Sauf que Horus l'utilise et il va blesser l'empereur mortellement. Et là, l'empereur va tuer Horus. Il va le massacrer avec son épée. Et une fois que Horus sera mort. Alors, une petite précision. Quand il a tué Horus, il a tué Horus et son âme. Du coup, il n'est pas allé dans le warp, Horus. Petite précision importante. Hein. Alors, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Rogadorn a pris l'empereur et l'a ramené sur le trône d'or. Alors, je vais vous mettre une petite photo du trône d'or et de l'empereur. Pour que vous compreniez... Alors, hop, image. Alors, ouf, ouais. Alors, l'empereur est appelé le dieu cadavre par les suiveurs de Nurgle. Oh. Alors, l'hérésie n'est peut-être pas acceptée sur ce chat. Hein. Peut-être qu'on va rajouter ça dans nos règles. Non, moi j'aime bien Tsinch, mais Snitch, comment on l'appelle. Mais non, pas Nurgle. Mais peut-être que Nurgle nous sauvera tous. On ne sait pas. Mais c'est une hérésie. C'est une hérésie. Je n'y crois pas. Alors voilà, l'empereur sur le trône. Je le dis, je le pose. Il est moche, Nurgle. C'est vrai qu'il n'a pas une tête ouf. Alors j'ai entendu dire. Alors je te coupe juste 2 secondes. J'ai entendu dire parce que vu qu'il a été sauvé par un garde impérial, ça m'a rappelé ça. J'ai entendu dire qu'apparemment, à chaque fois qu'un garde impérial mourait, il y avait une petite larme sur l'empereur. Enfin, alors, il déversait une petite larme. Merci de m'avoir parlé, et c'est totalement vrai apparemment. Enfin, okay. Enfin dans le lore apparemment c'est vrai. Après je pense que de côté pratique ça sera un peu compliqué. Ouais, hein, parce que des milliards et des milliards de larmes. Voilà. Mais apparemment c'est vrai. En tout cas, de théorie personnelle, je pense que c'est possible. Je pense pas qu'il lâche une vraie larme. Ouais, non, c'est juste. C'est pour. Ouais. Voilà. C'est juste pour le conte et pour. Pour l'histoire, quoi. Enfin. Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'on ajoutera un emote de silence. Mais pas plus. Sinon, après, c'est trop hérétique pour moi. Une larme de sel. Je suis pas sûr, ça. Hein. Ah, peut-être. Oui. Oui. Si c'est une larme de rage. Bah, en fait, il le dit une larme de sel dans le sens larme énervée. Ouais. De ça. Ouais. Ouais, je pense que oui. Il est clairement énervé. Il est très énervé. Donc en fait, il s'en fout de ses gardes impériaux. Il veut juste gagner. En fait, si c'est une larme de sel, pour moi, ça tue toute la magie derrière. Parce que c'est pas genre il pleure pour ses soldats qui tombent pour lui pour défendre ses... Non, c'est juste il pleure parce qu'il gagne pas. Voilà. Ouais. Enfin, je pense qu'il est un peu énervé parce qu'ils ont quand même tué un humain. Mais pas plus que ça. Ouais. Parce que juste un petit aparté. Maintenant qu'on a fini les Résidorus, que l'empereur est sur son trône d'or, l'empereur, c'est dans plusieurs livres de les Résidorus, l'empereur aime pas les primarques. Il en a rien à foutre et il les considère comme des outils, littéralement. Il le dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, il y a un Magos, oui, Arcane Lance, ouais, le fameux créateur du Lens Rider, le tank de l'Astra Militarum. Et il appelle justement ce Magos parce qu'il s'entendait très bien avec lui, l'empereur, pour lui demander de l'aide
sur un Gron qui a un problème avec ses griffes de boucher, qui a un implant qu'il a reçu dans la tête, qui le rend fou. Et il dit, en gros, il dit à Arcaneland, enfin Arcaneland lui dit, mais c'est votre fils, vous ressentez rien. Puis il lui dit, c'est pas mes fils, c'est juste des outils que j'ai créés. Mais pourquoi tu me le dis que maintenant? Tu vois, ça casse toute la magie. Ouais. Et alors, attends, regarde ce qu'il dit Tortue Génial, c'est pas con, hein. L'empereur, alors je les lis pour les personnes qui nous écoutent. L'empereur, il s'en fout de l'humanité, il a fait un phare pour amener les tyrannides, défoncer l'humanité, CQFD. Oui. Alors, que répondre à ça? Con, hein. Oui, en soi, c'est très intelligent comme réflexion, mais je pense pas que l'empereur avait prévu les tyrannides. Ah bah oui, en fait, ils avaient pas conscience des tyrannides à cette époque. Non. Du coup, je pense pas qu'il ait pensé aux tyrannides. Mais c'est vrai que, du coup, le phare, oui, a attiré les tyrannides, clairement. Mais bon, après, d'un côté, il a quand même fait justement ce phare dans le Warp, alors que le Warp... c'est l'enfer. Oui, voilà. Du coup, donc en soi, même s'il n'y avait pas les tyrannides... Voilà, quoi. Au moins, t'es sûr que les gens, ils savent où est Terra, avec ça. Ouais. Voilà. Alors, l'empereur, c'est 5ème dieu du chaos, 100%. Alors, c'est une théorie. Oui. En soi, oui, c'est une théorie. Moi, je suis complètement d'accord avec. Alors, dieu du chaos, oui. Du chaos, pas forcément, mais 5ème dieu, oui. Alors, oui, en fait, oui, ça peut être très logique parce que, comme je disais, il y avait Thorn, qui est un peu le dieu de la guerre et tout, qui sont des émotions en primales. Je sais pas si on peut dire ça. Primal plutôt, ouais. Primal, oui. Norgul, qui est la pestilence, tout ça, les maladies. Et puis Tzeentch, qui est le destin, l'intelligence, tout ça. Mais finalement, Slaanesh, c'était un peu le dieu du chaos créé par les Eldar, à force de baiser. Du coup, c'est un peu le dieu du sexe, mais voilà. Du plaisir, en 2-3 mots. Mais à part ça, d'ailleurs, les Eldar ont leur propre dieu. Et ils sont ultra puissants, leur propre dieu. Du coup, chaque race a son propre dieu. Et justement, je pense que l'empereur, en fait, c'est dit, vu que c'est l'empereur dieu, c'est le dieu de l'humanité. Et justement, c'est la puissance de l'humanité. En fait, chaque fois qu'il prie pour lui, je pense qu'à chaque fois qu'un humain meurt, vu que c'est ce qu'ils disent, en fait, quand tu meurs, si t'es un serviteur de l'empereur, tu vas avec l'empereur, en fait. Tu vas dans son warp à lui. Ok. Ah ouais, comme un peu en Valhalla. Enfin, voilà. Ouais, c'est Valhalla. Ouais. Peut-être qu'il a essayé de le faire stylé, mais en tout cas, c'est le même niveau qu'un dieu du chaos qui récolte ton âme, quoi. En fait, c'est l'empereur qui te la récolte. Pour avoir plus de pouvoir, quoi. Ah oui, ok, ouais. C'est encore caché par de la magie du scénario, je sais pas quoi. C'est un peu en mode, ah, cool, l'empereur te prend, ouais, cool. Bon, peut-être que c'est quand même. Enfin, ils disent que c'est un peu comme une espèce un peu de paradis qu'a fait l'empereur pour remercier ses plus fidèles serviteurs, mais il va quand même récolter ton âme en échange. Faut pas déconner. Après, certes, c'est un dieu le dieu de l'humanité, mais vu qu'il tient de ses pouvoirs du chaos, si je me trompe pas, ça fait de lui un 5e dieu du chaos. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, oui. Et vu que, en plus, vu que ce que tu viens de dire, genre, il récolte les âmes des humains défunts, en soi, c'est pas très loin du chaos. Non, c'est vrai que c'est pas très loin du chaos, là. Moi, je suis assez d'accord avec toi, finalement. Bon, le dieu cadavre, comme l'appellent les supporters du chaos. Hérétiques. Brûlez. Brûlez. On pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. On pose ça. Ouais, voilà. Alors. Warhammer 40. Attends. Alors, je vais lire ce commentaire qui va extrêmement faire rire pas mal de gens. Warhammer 40 000, c'est pas un monde de bisounours. Il faut que l'empereur devienne un dieu du chaos, sinon c'est nul. C'est vrai, c'est vrai. Bah. C'est vrai. Ah oui, il fait toujours tout qui tourne mal. Oui, voilà. Alors, petite particularité de Warhammer. Pour les personnes qui l'auraient pas encore compris, c'est que dans Warhammer, tout finit toujours mal. Rien n'est beau dans Warhammer 40 000. Voilà. Peut-être que tu gagnes, mais ça finira pire. Après ça, en gros. T'es tout content, t'as gagné ta bataille, et ben il y a une autre merde qui t'arrive parce que justement t'as gagné ta bataille que en fait finalement t'aurais mieux fait de perdre. En soi, dans Warhammer 40 000, je pense, maintenant que j'y pense, en fait, la meilleure situation, c'est peut-être Space Marine. Parce que, en soi, tu ressens pas la peur. Oui, c'est vrai. Du
Du coup, tu t'en fous. Donc en fait, bon bah si tu meurs, bah t'as été entraîné pour ça de toute façon. Voilà. Donc tu connais que ça. Tu connais pas la peur vu qu'on te l'a enlevé. Enfin en tout cas, on t'a génétiquement modifié pour pas que tu puisses la ressentir. Après, mais il peut souffrir. Il souffre, les Space Marines souffrent. Ah bah voilà. Bah ouais, en fait non, du coup ma théorie tombe à l'eau. Après, par contre, je maintiens ma théorie, tu sais, on en avait parlé, je sais plus quand. Mais je disais que vivre peut-être chez les taux serait peut-être la meilleure alternative. Je pense que oui. Peut-être qu'on devrait en faire une vidéo parce que, genre, de parler où est-ce qu'on pourrait le mieux vivre dans Warhammer 40 000. Ouais, ça serait une vidéo incroyable. Parce que, genre, vraiment, moi, je me pose quasiment tous les jours cette question, genre. Oui. C'est vrai que c'est une très bonne idée. On va clairement faire ça. Je l'ajoute dans ma liste. La liste immense qui fait déjà 35 lignes. C'est vrai que les orques sont tranquilles parce que ils veulent juste se battre et le reste ils s'en foutent, c'est totalement vrai. Les orques sont complètement cons. Ils ont dit depuis et leur seul but est de se battre. Alors oui, eux ils sont contents. Ils sont contents. Ouais. Après, genre, je pense que ça se discute parce que si t'as un orque faible et tout, tu te fais laminer par les autres. Ouais, bah après tu t'en fous un peu parce que de toute façon tu réfléchis pas, du coup tu sais même pas ce que ça se faire laminer. C'est vrai que t'as 10 de QI. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, tu peux avoir 10 de QI, mais tu peux quand même ressentir la douleur. C'est vrai. Mais eux, ils la ressentent même pas. Je pense même pas qu'ils la ressentent, la douleur, honnêtement. Ou peut-être qu'ils la ressentent, mais ils en ont rien à foutre. En vrai, ça m'étonnerait pas. Genre, les orques. En vrai, c'est drôle, les orques. Faudrait qu'on en parle aussi. On en parlera. Ils sont extrêmement drôles. Et ça sera un épisode un peu même, parce que les orques me tuent. Ouais, j'avais vu un mec qui avait fait des orques. Genre, tu sais, un peu ninja et tout. Genre, juste, il les avait mis dans un tonneau. C'était écrit pas de orques, Space Marines. C'est ultra drôle. Bon, je pense que on va pouvoir arrêter cet épisode-là. Ah, peut-être une question. Allez-y. Allez. Alors, pas forcément une question, mais peut-être. Déjà, bon, la semaine prochaine, c'est moi qui vais présenter le podcast. Ça reste secret. Voilà, je dis ça. Et peut-être teaser un peu de ce qu'on pourrait faire plus tard, mis à part des podcasts sur le lore. Peut-être certains live peinture. Exactement. On va faire. Un peu de chill, surtout, on peut parler, oui. Ouais, voilà, on parle et on peint parce que vraiment, personnellement. Sinon, on n'aura jamais la force. Ouais, voilà. Perso, ma motivation pour peindre est à -10. Et aussi, on a une chaîne YouTube où on aimerait bien peut-être faire des rapports de bataille ou ce genre de trucs. Oui. Voilà. Des rapports de bataille de noob un peu, parce qu'on n'est pas ultra bon au tabletop. Du coup, si ça vous intéresse. Ouais, perso, je commence. Bon, perso, je commence dans l'or et dans le tabletop. Contrairement à toi qui est bien plus avancé dans l'or. Mais dans le tabletop, je suis aussi un nouveau. Ouais. Voilà. Donc, on pensait que ça aurait pu être intéressant de. Justement, au lieu de montrer que des pros qui savent forcément ce qu'ils font comme truc, juste, on joue, on apprend peut-être avec vous et tout, ça peut être sympa, je pense. Exactement. Bah écoute, tu utilises beaucoup de choses. Ouais, mais bon, de toute façon, on l'avait déjà prévu, tout ça. On l'avait déjà prévu. Et ça va être fait. Et c'est pour ça que je joue. D'ailleurs, je mets le lien de la chaîne YouTube dans le live Twitch. Et bon, pour ceux qui regardent sur YouTube, vous êtes déjà sur la chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Ça nous aide grandement, les abonnements. Ça permet de gagner en visibilité. Comme vous savez, plus de visibilité, ça donne plus de moyens de faire des trucs qu'on aime bien faire. Comme justement ces Battle Report, ces live peinture. C'est plus d'épisodes podcast. Avec peut-être. Pour vous et pour nous aussi. Parce que pour nous, ça nous fait vraiment plaisir de partager ce qu'on aime et tout. Et après, si on peut faire kiffer d'autres gens à travers nos paroles, c'est tout bénef. Exactement. Alors, voilà, à peu près, je pense que là, on a à peu près tout dit, on a à peu près tout teasé. Je crois que oui, c'est bon. Ah, peut-être que j'ai teasé encore un petit cadeau. Alors, comme je dis pendant l'épisode, c'est possible que dans le mois qui vient, et les semaines qui viennent aussi, quelques vidéos puissent popper de temps en temps. Pas énormément,
peut-être 2-3 par mois, pas plus, on verra. On verra comment on se sent. 2-3 vidéos qui pop sur la chaîne YouTube pour vous aider ou pour vous aider par rapport au tabletop à choisir peut-être des armées, à parler d'une armée, ce qu'on pourra faire. Et puis aussi des petits épisodes de 10-15 minutes sur des personnages précis où on est assez concis comparé au podcast là où on part un peu dans tous les sens, mais ouais, en 2 heures où on prend vraiment un large sujet, où on approfondit et tout. Voilà. Et puis on répond à vos questions en live. Là, du coup, on répondra pas forcément à vos questions parce que ça sera une vidéo YouTube, du coup, ça va être compliqué de répondre en live. Mais je pourrais toujours répondre dans vos commentaires, évidemment. On est sûr d'être plus concis. Mais là, c'est vrai que. Et puis, on fera aussi peut-être des making-of de nos podcasts. C'est possible qu'on en mette un ou deux. Parce qu'en vrai, on se tape quand même des grosses barres. Voilà, au cas où, si jamais. Et puis voilà, je pense qu'on a tout fait pour aujourd'hui. Est-ce qu'un dernier mot pour la fin, Spiwa? Merci. Voilà mon dernier mot. Bah, ok, ce sera le même pour moi. Merci à toutes les personnes qui ont regardé le live. Merci à tous les viewers qui étaient là. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre Twitch. Ça nous fait extrêmement plaisir. Ça nous permet de faire plus d'épisodes. Je vous souhaite à tous une bonne soirée pour les viewers Twitch. Et puis une bonne journée à ceux qui regardent sur YouTube. C'était un plaisir de faire ce podcast avec vous. Bonne soirée.